Ah, vous êtes là. C'était quoi? Bonsoir. Mais Ça a je commencé, me Léo. demande comment est-ce qu'il écrit ça sur son ordi. Moi, je l'ai vu et il a Littéralement. vraiment écrit. Vous ruinez mes effets Et après, il y avait marqué réaction enthousiaste Les didascalies. de Léo. Ouais, non, ça a foiré, je crois. Bonsoir et bienvenue dans l'horreur du dimanche, le podcast qui fait feu de tout bois pour vous offrir toujours plus d'introductions créatives. Le podcast français indépendant de référence au cours duquel nous parlons de cinéma d'horreur en toute détente. C'est évidemment le podcast du frisson mou, je le rappelle, Bouh. Ah, Eh ouais. Alors, bon, une fois n'est pas coutume, je n'avais pas préparé grand-chose en guise d'introduction, mais voyez avec quoi me laissent mes collègues. Si on faisait une série sur les éléments, ben ouais, super Thomas, démerde-toi avec ça. Bah alors, le feu ça brûle, l'eau ça mouille, la terre ça salit et le vent ça fait froid. Ou pas. Bon, néanmoins, estimons-nous heureux car ce soir nous commençons par le feu, pas trop difficile pour débuter, super. Les effets pyrotechniques sont donc l'apanage du cinéma spectaculaire, que l'on soit dans le domaine de l'action pendant le climax ou encore dans l'épouvante au moment de la résolution. Ashes to ashes, comme on le dit dans les meilleurs punchlines. Par ailleurs, le feu évoque la fureur, la folie, les rites païens, mais aussi le chauffage au sol, les barbecues, la douce chaleur d'une couette en hiver, les soirées Cluedo ou encore Johnny Hallyday. Oui. On y arrive. ouais. Attendez, on me dit dans l'oreillette que nous avons dans la sélection de ce soir un film tchèque en noir et blanc des années 60. Bon, décidément, j'aurais essayé, mais sans succès. Mais pour essayer, je suis pas tout seul ce soir, je suis avec une équipe qui pète le feu. Lola, ça va? Ouais, bah j'ai le feu au. Ouais. Coupé. Elle a même pas fait exprès en plus. Mais... Camille, ça va? Toute feu, toute flamme? Absolument, j'écoute Feu de bois de Damso en boucle. Oh la vache. Et Léo, El Fuego. Bah, c'est le feu, hein, c'est Ouais, le feu. Hein. ouais. Et à la technique, capable d'enregistrer un podcast un dimanche après-midi pluvieux, mais aussi d'enflammer le dance floor au platine le samedi soir. Et oui, moi aussi, j'ai encore attrapé la Saturday Bryce Fever Oh. avec Brice le briquet. Bon, c'est voilà, c'est comme ça. Ça commence, c'est bien. Ouais, c'est comme ça. L'horreur du dimanche, L'horreur du dimanche, épisode 29. 28. Non, 29. Ah bah, putain, oh là là. Oh là 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 là. Ça commence et c'est un coup de maintenant. chaud, là, hein. Et on commence avec le film que Camille, tu as sélectionné, je crois. Oui, je vais vous parler de The Cremator de Uri Hertz. Vážíme a soudíme jiné, vytýkáme jim to a ono, ale jací jsme sami. Víte, nebeské, že mám koupelnu za nejkrásnější místnost v našem bytě. Čím dřív se člověk navrátí v prach, tím se dřív osvobodí, promění, osvítí, převtělí. Spasí se svět. Nic není v životě lidském jisté, jenom smrt. Smrt, 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 smrt. Waouh, C'est toi qui chantes. Voilà. c'est terrifiant cette bande-annonce. Oui, figurez-vous que c'est carrément un trailer moderne fait par un fan. Donc, pour le rendre Ouais. plus dynamique. Ouais. Bah, y a des fans de l'incinérateur. Ouais, de Et Calais. bah, c'est ouais. extrêmement réussi parce que c'est très dynamique. Oui, je trouve. Hein. Un mec qui comprend rien, tu sais. Premier degré. Oui, oui, oui. Donc spoiler, c'est moi, le film tchèque des années 70. Ah bon 69 pour être précis. Oui. Donc, ça rentre dans le thème parce que ça s'appelle The Cremator, traduit en français l'incinérateur de cadavres. Le feu est présent.
Oui. Et c'est un film que j'avais mis moi dans une liste de films que je voulais voir. Je pense que je vais renégocier Ouais. mes choix, mais c'est je un croyais- très bon film. Hein. Les tarifs de ton psy, sinon. C'est ça que je pensais que tu allais négocier. Mais... Oh, ça va. Donc, c'est un film de 69 signé Uri Hertz, qui est un réalisateur qui, en fait, est un réalisateur donc, tchèque très important. Parce que c'est vraiment un des maîtres de la nouvelle vague tchèque. Oui. Et ce qui est intéressant avec ce monsieur, c'est que en fait, lui, il n'a pas du tout une formation de cinéaste à la base. Il a fait une formation de marionnettiste. Mais il a traîné beaucoup avec des réalisateurs et il a failli être présent dans l'espèce de compilation de courts-métrages qui marque le manifeste de la nouvelle vague tchèque. Ah, oui. Et ce film, The Cremator, c'est un film qui a énormément de reconnaissance pour ce qu'il représente et le moment où il a été fait. Et c'est un film qui est beaucoup mis en avant justement comme un représentant de cette nouvelle vague tchèque. Donc l'un dans l'autre, l'horreur du dimanche nous permet de découvrir des films Ouais. un peu Important. quoi. Mmh. De quoi ça parle? Alors, je vais vous faire un résumé, j'espère le plus clair possible. Mais en gros, c'est un film donc, qui commence dans les années 30. Et on rencontre le personnage principal qui est omniprésent parce qu'on est vraiment dans sa tête. D'ailleurs, le générique commence par le découpage d'une photo de lui en deux, qui nous signifie que on va être dans la tête de Kopf Kringel. Ah, j'attendais que tu dises son nom. J'ai réussi. Alors ça s'écrit. Il y a PFRK collé. Il y a beaucoup de C'est un consonnes. délire. Full consonne. Mais je n'ai pas peur, c'est Kopfkringel, qui veut dire, avec la Kopf, en allemand, ça veut dire la tête. Donc, je pense Kopf. Attends, Kopf. 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 Kringel. Ouais, Ok. Kopfkringel. Et donc, Kopfkringel travaille dans un crématorium et on comprend que c'est très important pour lui, cette occupation, cette profession, parce que, en fait. Cette occupation. Non, disons qu'il. Jeu de mots. C'est vrai. Le spoil. Ouais. Incroyable. En gros, si vous voulez, le film commence par le plaidoyer que lui fait pour le crématorium comme moyen plus rapide, selon lui, et plus efficace de réincarnation de l'âme humaine. Ouais. En gros, il explique qu'au moment où on brûle un corps, en fait, poussière, tu deviendras poussière, hein, vous voyez tout le topo, l'âme peut plus rapidement partir et se réincarner dans quelque chose, etc. Il cite pas mal les théories bouddhistes. Pour appuyer son propos. Et donc, en gros, il est en train d'organiser une espèce de petite sauterie avec des vieux pour les inciter à, je pense, signer des papiers pour s'inscrire pour être les prochains dans le crématorium. On a les dimanches qu'on veut. Et donc, voilà. On rencontre à l'occasion de cette petite fête, qui est quand même sacrément chiante parce que lui, Il boit pas. Il boit pas. Il est fume pas. pur. Alors, c'est le Il est moment de pur. Léa Salamé. Ah ouais, c'est ça ce que je veux dire. Vous êtes Léa Salamé Mais ou quoi? non, mais c'est juste qu'il impose à tous ses invités du thé et du café léger. C'est Oui, comme ça d'ailleurs. et il écrase leurs cigares. Oui, Parce il les qu'on peut empêche pas de fumer. fumer au paradis, Tout à fait. paraît-il. Donc Je sais que un c'est pas type vrai, avec un ordre moral très fort, si vous voulez, qui a aussi une femme qui s'appelle Lakmé. En fait, on comprend que Lakmé, c'est pas vraiment son vrai nom. Elle s'appelle Maria. Et donc, il y a un jeu autour du nom. Et aussi de la judéité, parce qu'il y a un personnage qui s'appelle Strauss qui est présent. Et justement, Lakmé félicite Strauss pour ses réussites entrepreneuriales et aussi pour le fait d'être un bon juif. Et là, Kopfkringel, lui, est très étonné parce que selon lui, Strauss, ça sonne pas juif. Et on comprend en gros que c'est la montée. On est en pleine crise des Sudètes de toute façon à ce moment-là. Et c'est la montée des théories fascistes et nazies qui sont vraiment la toile de fond de cette histoire. Là où je veux en venir, parce que c'est très long, là, tout ce que je raconte, mais en gros, lors de cette sauterie, Kopfkringel, il rencontre un ancien frère d'armes avec qui il a combattu lors de la Première Guerre mondiale, Reinke, qui lui se présente comme étant un homme qui justement est rentré dans le parti nazi et qui essaye de convaincre Kopfkringel de le rejoindre en lui disant tu as sans doute un peu de sang allemand. Kopfkringel lui dit oui, au début il est pas très chaud, il dit ah oui, moi j'ai qu'une goutte, mais en fait au fur et à mesure il s'attache à cette goutte de sang et voilà. Et en fait le film
c'est vraiment un film qui parle, je trouve, du glissement de quelqu'un de très macabre, qui en plus rencontre un contexte qui lui permet de laisser libre cours à toute sa folie, parce que on sait que Kopf-Fringel est fou dès le départ. Mais toutes les vannes sont ouvertes. Exactement. Et là, d'un seul coup, on lui dit, mais en fait, le crématorium, en fait, va devenir carrément ingénieur pour l'industrie nazie, quoi. Et ça va être un. Enfin, voilà. En gros, il y a vraiment ces deux folies-là qui se rencontrent, et ça donne un film, très macabre. En même temps, il y a une espèce d'humour un peu caustique. Oui, ça se veut un peu drôle de temps en temps. Oui, ouais. mais c'est une espèce de rire, un peu désabusé d'un monde qui s'effondre. Il y a des choses qui font très peur parce qu'il y a beaucoup de scènes de famille où ils font des sorties, quoi. Et donc ils vont, par exemple, à la foire et il y a ce show. Même les sorties sont macabres. Tout est. Et il y a une espèce de musique, comme vous avez pu l'entendre dans l'extrait, qui donne une impression de ritournelle, d'un truc qui va complètement dérailler, etc. Et c'est le cas, parce que la folie meurtrière de Kopf-Fringel se libère et s'assouvit dans le film. Oui, on peut dire qu'il lâche la rampe. Exactement. Exactement. Et en plus, moi, ce que je trouve très fort, c'est le fait d'avoir écrit ce personnage comme étant un personnage très moral, enfin, qui pense être moral, et qui en fait se nie en permanence, dans ses agissements, parce que, par exemple, il fait le bon père de famille, mais en fait, il a des espèces de visions sexuelles de femmes nues, toutes qui surgissent sur l'écran comme ça, et il va fréquenter la maison close, et puis il boit un verre pour accompagner, mais en fait ça arrive plusieurs fois, donc bref, tout est bancal. Ouais. En gros. Et puis il y a cette espèce de truc un peu intéressant qui est son obsession envers la civilisation, vers les rites bouddhistes. Il est complètement obsédé par le Dalai Lama, par l'idée de la réincarnation, tout ça. Et progressivement, il ramène cette pensée-là vers... il la rapproche des théories nazies, quoi. Tu vois, il s'en sert... et donc ça, c'est un truc un peu intéressant, parce que je crois savoir, je ne suis pas un grand expert de la question, mais je crois savoir que Hitler lui-même avait tout ça, empruntait des idées beaucoup plus anciennes et qui s'ancraient dans une pensée un peu ésotérique, quoi. Ne serait-ce que le symbole de la croix gammée, qui en fait est complètement été prise à des textes beaucoup plus anciens. Oui, tout à fait. Que tu retrouves dans l'hindouisme et dans d'autres religions. Tout à fait. Et là, en fait, ce film, il faut savoir aussi, donc le film sort en 69 et en fait, il est quasiment tout de suite interdit. Il fonctionne très bien à l'étranger, il est beaucoup reconnu pour sa qualité plastique, parce qu'il faut dire que c'est un noir et blanc avec des effets de mise en scène de points de vue et tout ça qui sont vraiment, moi je trouve hyper intéressantes. Et j'ai pas parlé de l'acteur, mais vraiment il est incroyable. C'est Rudolf Rudzinski qui incarne Kopf-Fringel, et il tient tous les plans. Il me fait très peur. C'est peut-être la courte focale. Il est terrifiant. Et donc le film est interdit tout de suite aussi. Cette fois-ci par les soviétiques, en gros, après la révolution de Prague, parce que le film, selon eux, montre que, en gros, il y aurait eu des Tchèques pro-nazis, et ça a été insupportable. Qui était pas acceptée. Exactement. Et même la fin, en fait, du film, parce que donc c'est inspiré par une nouvelle qui s'appelle, écrite par Ladislav Fuchs. Et le réalisateur a vraiment choisi une fin différente, c'est-à-dire que dans le film, je spoil, attention, dans le film, Kopf-Fringel, il est emmené par les nazis pour superviser donc l'ingénierie des camps de la mort, alors que dans le livre, il est emmené par des anges en blanc dans un hôpital psychiatrique. Donc il y a une volonté vraiment de la part de Hertz de montrer aussi le côté... l'histoire en marche et l'implication. Que la folie est utile, en tout cas, à ce régime naissant. Et qu'il y avait une implication de certains Tchèques, parce qu'ils se revendiquent tchèques, tu vois. Il insiste sur le caractère vraiment national de ça va même jusque dans la bouffe, en fait. Mais ça, sur la partie de la censure après par l'Union soviétique, qui a nié toute cette partie-là de l'histoire, mais en fait, c'est vraiment arrivé. Il y a vraiment eu toute une partie du coup de l'ancienne Tchécoslovaquie, toute cette partie incluant Prague qui était un peu sous le régime du Troisième Reich, en fait. Oui. Enfin, je crois.
Il me semble aussi, mais en fait justement je pense que c'est dans la réécriture de l'histoire, tu sais, un peu cette idée de pas vouloir voir qu'il n'y avait pas que des résistants, quoi. Oui, bien sûr. Oui, parce que... oui, comme nous avec le mythe résistentialiste en France. Mais en tout cas, le film, moi j'avais peur honnêtement j'ai vu le film je vois un truc en noir et blanc et tout, je me suis dit oh là là, ça va être chiant. Et bizarrement, je me suis pas du tout ennuyée. Oui. Voilà, je viens de voir dans mes notes que j'avais noté que j'ai noté la grand-mère de Florence Foresti dans le rôle de l'Acmé. Je ne sais pas si vous avez vu la ressemblance avec Florence Foresti. Ah, il y a un petit quelque chose. Ah, mais moi, je n'ai vu que ça. Elle était pas née, je crois. Ah oui, du coup. Et l'actrice qui joue l'Acmé, elle joue aussi Madame Iris. Oui, tout à fait. De la tenancière du bordel. Ah, c'est la même. Ouais, c'est la même. D'accord. Même actrice. Mais il y a plein de trucs très très bien dans ce film. Le montage est tellement étrange. Oui. Les transitions sont vraiment. Toutes les transitions se raccordent, sont hyper travaillées. Il est dans la même posture et d'un seul coup, tu changes juste le décor autour. Ouais. Et c'est super bien fait. Ça, c'est super bien. Mais le film crée une espèce d'impression un peu étrange parce qu'il est volontairement, parce qu'il y a de la couleur, donc il est volontairement filmé en noir et blanc. Ah oui, j'ai cru utiliser qu'il y a de la couleur dans le film. Non, j'imagine, c'est une volonté oui, il y avait le Technicolor, c'est ça que tu veux dire. De reproduire le contexte historique, tu vois, je pense que ça s'inscrit là-dedans. Et en même temps, ça crée un petit décalage avec ces effets de montage qui sont ultra présents et qui n'étaient pas du tout présents dans le cinéma noir et blanc tel qu'il a été... on parlait de Jacques Tourneur tout à l'heure. Oui, parce que quand on n'enregistre pas, on parle de Jacques Tourneur. mais en tout cas, ça crée un décalage avec le film, le cinéma noir et blanc tel qu'on en a l'image. Et voilà, donc il y a ce montage qui est très très cut, très travaillé. Il y a même des effets des séquences très très rapides, des plans qui s'enchaînent très très rapidement, qui rappellent un peu le cinéma, qui m'ont rappelé le cinéma américain. Et là il va falloir que vous m'aidiez parce que j'ai un trou, mais du mec qui a fait les chiens de paille et tout là, de Peckinpah. Enfin, ça m'a rappelé un peu ça de temps en temps dans la manière de filmer, et c'est assez intéressant le fait qu'il soit en noir et blanc, en costume, en contexte historique qui est très très fidèle. On a vraiment l'impression d'assister je sais pas. Moi, j'avais vraiment l'impression de regarder un film qui était tourné en 40. Quoi. Oui, exactement. Mais il y a ces petits éléments même la gestuelle, qui ne trompent pas. Des acteurs et des actrices, je trouve que c'est hyper bien fait aussi. Je pense le choix du noir et blanc est fait en plus pour resituer facilement dans l'époque, dans le contexte historique. Et en plus, même le jeu, je sais pas comment il a drivé les acteurs et les actrices du film, mais je trouve que même dans le jeu, il y a un truc aussi bien sûr. peu grotesque presque des fois, en fait. Mais... Absolument. Ouais. En fait, il y a un truc qui est toujours un peu éloigné du réel. Le fait que c'est cette voix off en permanence, avec des phrases qui se suivent, mais sur des sujets très étranges, pas du tout ancrés dans le réel ou dans l'explication d'une action, par exemple. C'est jamais ça. C'est vraiment genre un flot de pensée continu qui est mis en scène. C'est un esprit malade, en fait, exactement, qui parle en permanence. Quoi. Et moi, je trouve qu'il y a vraiment un truc très fou dans le film. Par exemple, il y a plein de moments effectivement avec le montage où il joue à nous faire croire à une conversation avec un personnage qui en fait n'est pas celui auquel on pense. Et ça, il le fait plusieurs fois, et donc ce qui fait qu'on est complètement paumé. Moi, je savais plus trop qui était qui au bout d'un moment parce que on comprend rien. Parce que le personnage principal, à travers les yeux duquel on voit la scène, en fait lui-même est pas du tout stable, quoi. Donc. Et puis. Encore une fois, j'insiste sur le fait que le résumé de Camille est très bien. Ah, merci. Parce qu'il est un peu structurant. Parce que c'est vrai que quand tu commences le film... Ouais, c'est dur de se mettre dedans. C'est un peu dur de rentrer dedans parce que le point de vue et le mode de narration n'est pas tout habituel. Non, tout à fait. Il y a énormément de scènes qui sont racontées par... Kopf-Ringel, mais qui sont... c'est très décousu, oui. Où en fait, il raconte un peu les réactions des personnages qui l'entourent, mais on n'y assiste pas. Les personnages s'expriment très peu autour de lui. C'est vraiment centré autour de... Et puis, il y a ce truc du crématorium, qui est complètement son petit temple de la mort, là, qui est en boucle. C'est très bizarre, quoi. Non, mais très bizarre. C'était hyper osé de faire un film là-dessus. Et en fait, c'est vrai, quand tu regardes un peu la vie du réalisateur, où tu sais que toute sa famille a été déportée, que lui-même a été déporté. Voilà. C'est pas que ça rend logique le film, mais moi, il y a eu plusieurs moments où j'ai eu un peu peur parce qu'en effet, comme tu disais, ou Thomas disait, il y a des comparaisons avec
le Dalai Lama et tout, où ça y est, il est le nouveau Dalai Lama, il va au Potala et c'est mis en parallèle avec le fait d'aller en Allemagne gérer les fours crématoires, quoi, enfin être ingénieur. Et c'est un peu bizarre de dire ça dans son film. Oui. Et mais bon, enfin. Ouais, en même temps, c'est un peu ce truc de pour lui, c'est une mission divine, quasi divine qu'il a, et en fait, vu que tu vois tout à travers ses yeux, oui, c'est. Le film, par contre, est très angoissant. Mais vraiment, vraiment, vraiment pas bien. Donc, si c'est des choses qui vous touchent ou auxquelles vous êtes très sensible, il est un peu rude quand même. C'est ça. Moi, je le rapprocherais assez de la zone d'intérêt. Enfin, je sais pas, j'ai eu un peu la même sensation. C'est-à-dire un malaise constant, sauf que là, on est carrément dans la tête du type. Donc, c'est bizarre. Et aussi de M le maudit. Ouais. Ah oui, complètement. C'est-à-dire que c'est bizarre d'être dans la tête de quelqu'un qui est mauvais, quoi. Enfin, c'est oui, parce qu'on se sent un peu complice du truc. En bien fait, sûr, il y a plein de moments. Et moi, je pense que c'est ça qui m'a dérangée. Ouais. Effectivement, il y a un truc. C'est parce que le film fait pas peur. Enfin, c'est. Alors oui, il y a des meurtres. Voilà, il y a des trucs horribles. Mais c'est vrai que c'est plutôt ça qui est assez atroce dans ce film. Et j'ai lu que ça avait beaucoup inspiré le cinéma de Bertrand Mandico. D'accord, ok. Tout se regroupe. Moi, je me suis dit, tiens, c'est marrant, les mecs qui ont fait House of Cards, ils ont dû, ils ont dû énormément adorer la manière dont le personnage se présentait. Mais bon, voilà. Oui. Une référence beaucoup plus triviale, mais voilà. voilà. Et c'est peut-être là-dessus qu'on va enchaîner, non? Oui, parce que moi j'avais fait une blague sur Xavier Dupont de Ligonnès, mais du coup je la ferai pas. Ah bah attends, on adore. Ça m'avait fait penser à l'histoire de ce monsieur. Ah bah de toute façon, toutes les blagues sur XDDL sont bonnes à prendre. Vraiment toutes. Coucou, c'est nous. Bah merci Lola de ne pas l'avoir faite. Et merci à Camille d'avoir rebondi. D'avoir surenchéri. On enchaîne du coup avec le deuxième film de la soirée et je crois que c'est le film que Léo a sélectionné. Quel est ce film? Préparez votre crème solaire UV50 parce que moi j'ai UV 250. 250. Allez, 300. Non, on peut continuer comme ça un moment. Mais moi je vais vous parler de Sunshine de Danny Boyle. Cassie. We're flying into the sun. Cassie, there's not much time. I need to know. Where is he? Is he here? Ah oui, d'accord. Oui. C'était abrupt. Ah oui, parce que lui, il a pris carrément la grosse boule de feu. Quoi. Ouais, on lui dit feu. Ouais. Ah bah oui. Moi, j'ai vu grand. Alors, il paraît qu'il faut aller rallumer le soleil, hein, Léo. Ouais. Faut aller... Et Camille, retiens-toi. On ne chante pas encore Johnny. Non, mais surtout, j'ai noté que ça fait 2 films dans l'espace. Je pense que tu as besoin de vacances. Ouais. Là, on y est. J'avoue que c'est un peu maniaque là. Après, Thomas Pesquet, si tu nous écoutes, emmène Lélé avec toi. Mais après, voilà, je suis désolé parce que la dernière fois, je vous ai sélectionné le haut du panier. Là, c'est quand même un peu moins bien qu'Event Horizon. Ouais, on redescend d'un cran là. On redescend d'un cran. Calmons-nous. Je suis désolé, je m'excuse d'avance pour ce navet que j'ai sélectionné. C'est pas vrai. Fais de l'humour. C'est Sunshine, les derniers rayons du soleil, titre québécois, sorti en 2007. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. On est toujours surpris, hein. On s'y habitue jamais. Sunshine, oui, c'est encore un film de vaisseau maudit que j'ai sélectionné. C'est un film de Danny Boyle.
que j'aime beaucoup, que j'avais déjà vu il y a quelques années et que j'ai adoré revoir. T'aimes beaucoup qui, Danny Boyle? Les deux, tout. Ouais, d'accord. Ouais, tout le monde. Ouais. Tout le monde, j'aime tout le monde. Voilà. Voilà. Sunshine, c'est l'histoire d'un équipage de 8 astronautes en mission pour ranimer. 8 astronautes. 8 astronautes. Ah pardon, la police de la liaison dangereuse, elle est là. Je suis désolé. 8... Bernard Pivot, la réincarnation. Donc, un équipage de 8 astronautes pour satisfaire Thomas, voilà, t'es content. Merci. Qui partent en mission pour ranimer notre soleil. Les haricots verts. Dont la baisse abrupte d'intensité plonge la Terre et ses habitants dans un hiver éternel. Ça n'a pas l'air top. Non. Leur but est plutôt simple mais extrêmement scientifique. Faire péter une bombe nucléaire énorme dans le soleil pour créer une étoile dans l'étoile. C'est donc à ça que sert le nucléaire en fait. Bah ouais. C'est ça le grand projet. C'est ça le grand projet. Ouais. C'est faire un soleil dans le soleil. Mais c'est comme ça que c'est présenté. J'avoue que moi j'ai trouvé ça bien, c'est simple. Oui, en vrai, oui. Mettre une étoile dans une étoile, ok. Ouais. Une bombe de la taille de Manhattan. Postulat de départ assez simple. Et notre équipage aborde un vaisseau intelligemment nommé l'Icarus 2. Mais pourquoi? Et tu sais quoi, j'avais pas capté pendant le film. Hein. C'est la troisième fois que je le vois. Je viens juste de faire le rapprochement là. Dis-nous tout, Lélé. Mais je vous dis tout, je vais vous parler du casting de folie, je trouve, qui interprète des personnages que je trouve super bien écrits par, en plus, Alex Garland qui a scénarisé Sunshine. Évidemment. Donc un duo qu'on adore. Hein, Danny je Boyle, crois que c'est maintenant d'Alex Garland qu'on a le plus parlé dans le podcast. Et Anna Taylor-Joy aussi, un peu. Mia Goth. Mia Goth aussi. Alexander Tilda Swinton aussi. Tilda Swinton, évidemment, qu'on embrasse aussi. Qui joue le soleil. Exactement. Dans le rôle du soleil, du coup, Tilda Swinton. Non, du coup, dans notre équipage, je vais vous faire une petite liste d'équipages comme je l'avais fait pour Event Horizon. On a Kappa, qui est le physicien et le concepteur de la bombe au cœur de la mission de l'Icarus 2. Kappa qui est interprété par Cillian Murphy. Je l'adore. Voilà. Qui est extrêmement jeune, sexy d'après Brice. Bah c'est vrai. Oui, c'est vrai, mais Brice est. Non, mais je le dis parce que Brice n'a pas de micro. Il a une petite queue de rat là dans celui-là. Brice il était. Il a pas une queue de rat. Si, j'avais pas fait attention. Il a un mulet. Il a un mulet mais attaché avec un petit élastique. Il fait une petite queue de rat. Bon, c'est les années 2000, écoute. Brice m'a dit, je cite, il est hot saucisse. Il est hot saucisse. Mais surtout après Oppenheimer, c'est la deuxième fois qu'on le voit avec ses grands yeux éclairés par le soleil. Et avec des bombes nucléaires quoi. Oui, exactement. Ah, on a entendu une autre bombe nucléaire. On retrouve aussi Rose Byrne dans le rôle de Cassie, la pilote. Michel Yeoh dans le rôle de Corazon, la botaniste. Donc pareil, moi j'adore Michel Yeoh. Donc j'étais très content de la revoir dans Sunshine. Elle fait pas de bagarre dans celui-là. Elle fait pas de bagarre, mais elle fait pousser des plantes, des super plantes quoi. Ouais. On a Cliff Curtis qui interprète Searle, le psychiatre de bord. Chris Evans dans le rôle de Chris Evans aussi. Bon, voilà. Dans le rôle de Chris Evans. Dans le rôle de Chris Evans. Dans le rôle de Mace, le technicien de bord. Troy Garrity qui joue Harvey, l'officier de communication. Ah lui on l'aime pas. D'accord. Non mais c'est un couard dans le film. Oui, bon écoute. Hein. En même temps, toi tu ferais quoi hein? Oui, j'aimerais t'y voir. Hein. Déjà dans le sud l'été, je sais que tu ne supportes pas la chaleur, donc voilà. Ouais, bah là, putain, j'avoue Thomas dans Icarus. Mais moi j'y vais pas dans cette. Là ce soir il est un peu en mode Icarus là ce soir. Il a le cycliste dans Event Horizon. Mais moi il met en valeur moi. Bon, je vais finir le cast quand même à un moment. On a aussi, on a ensuite Kaneda, le commandant de bord, interprété par Hiroyuki Sanada. Benedict Wong qui joue Trey, le mathématicien, parce qu'il y a aussi un mathématicien à bord. Donc voilà, c'est cool. Il faut calculer les trajectoires. Oui, exactement, c'est très compliqué. On le remercie pas. C'est très compliqué. J'ai pas noté aussi, mais il y a la voix off du vaisseau. Mais j'avoue, vous regarderez. Puis... Voilà. En arrivant aux abords de l'orbite de Mercure, le signal de détresse de l'Icarus, premier du nom, car 7 ans auparavant, il y a eu une première mission qui s'est soldée par une perte de communication avec le vaisseau et donc un échec. Et un signal de détresse de ce vaisseau-là, comme dans Event Horizon, est intercepté par l'équipage qui, après un dilemme moral sur la continuité de la mission, fait le choix d'aborder le vaisseau fantôme
pour assurer à l'humanité une deuxième chance, donc une deuxième bombe. Voilà, c'est assez simple, je dis. Et aussi découvrir ce qui est arrivé aux scientifiques de la première expédition. Mais la proximité immédiate de notre étoile plombe un petit peu la psyché de nos personnages. Ça va pas très très fort. Ils sont pas carencés en vitamine D. De quoi non, ils se plaignent. mais voilà, alors, nous regarde. Je ne comprends pas l'absence de crème solaire sur ce vaisseau. Blanc en comme vrai. une fesse, je suis. C'est assez étrange, ouais. Et le fragile équilibre de la mission est compromis et peut basculer à tout moment. C'est surtout qu'ils se tapent pour un oui, pour un non. Oui. Il y a des embrouilles, comme dans la Starac à cause du téléphone. J'allais dire, comme dans la villa. Écoutez les mecs, prenez un peu sur vous, tu sais. Oui, c'est littéralement les répliques du film, les mecs prenez sur vous. Oui, je cite. Tu cites les répliques du film, quoi. Oui. En vrai, on sent Alex Garland au scénario. Je trouve sur toutes ces questions-là, c'est assez chouette. Et de mascu. De téléphone. De critique de jeu avec ce truc-là. Où beaucoup de films de SF, on l'a vu avec le film que j'avais sélectionné la dernière fois, peuvent tomber dans des trucs pas forcément tip-top. C'est pas le cas avec les films écrits par Alex Garland, voire même le propos est complètement on l'embrasse inverse. Encore une fois. On l'embrasse et c'est la force du film. Moi, je trouve que c'est surtout l'écriture de ces personnages. Je trouve ça, je trouve qu'ils sont super bien. On en parlait tout à l'heure et le film est pas sympa avec les personnages. En fait, les morts sont très signifiantes et c'est des vengeances sur des choses que les personnages ont fait, des choses qui leur tiennent à cœur dans leur construction. Et en fait, leur mort ou les événements qui leur arrivent, c'est vraiment des coups du destin très 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 méchants, personnels contre eux, quoi. Et ce qui est aussi super avec cette écriture, donc c'est une idée assez simpliste comme point de départ. On est un peu sur je sais pas, Fury Road. On va là et puis après en fait on retourne là et puis voilà quoi, c'est tout. Et c'est les péripéties qui sont intéressantes. Et là je trouve qu'en l'occurrence c'est traité avec beaucoup d'intelligence et de subtilité. Il y a énormément de contrastes dans le film sur plein de sujets différents. Le plus évident, du coup, ça va être sur la dualité entre la lumière, l'obscurité et la solitude de l'espace. La fournaise du soleil avec l'aspect, l'immensité glaciale de l'univers. Ouais. Parce qu'il fait moins. Ils le disent à un moment. Ils le disent, j'ai pas retenu la température. Mais c'est le zéro absolu, quoi. Je crois, il fait très froid. Et il y a le liquide de refroidissement du vaisseau aussi qui est très très froid. Voilà. Il y a aussi tout un contraste. La neige sur Terre. La neige sur plongée Terre. Dans un hiver perpétuel. Froid aussi. Comparé au soleil où il fait très chaud en fait. Voilà. C'est malin. Sinon sur le propos du film, en tout cas moi j'y ai vu une mise en perspective ou en tout cas une mise en rapport, un questionnement sur la science par rapport à l'ésotérisme et à la religion et au sacré. Tout ça emballé dans du cosmic horror et de l'indicible, c'est très très chouette. Je suis fatigué aujourd'hui, je suis désolé. Vous m'entendez sûrement. Vous ne voyez pas, mais il a les larmes aux yeux. Mais Léo, you are the sunshine of my life. Oh merci, voilà, ça me redonne de la sephore là pour continuer. La lumière et le feu dans Sunshine, parce que c'est quand même notre thème, est à la fois salvatrice, obsédante et destructrice. À trop vouloir s'en approcher, on finit par se brûler. Aïe 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 aïe, comme Icare. Aïe 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 aïe. Ouais, mais là c'est Icare 2. Incroyable. Donc, c'est pour ça que Thomas t'avait pas compris. Oui, parce que il c'est qui Icare 2? Oh là là. Non mais quel blaireau. Alors qu'en plus j'adore le film, quoi. Enfin moi moi je pense qu'il est facile. Allez. Il est dans un top, je sais pas lequel, mais peut-être le top 20. C'est un peu masterclass, je trouve. Moi j'adore ce film. Très très bien. J'adore ce film, je le trouve incroyable. Il a le bon goût de ne durer qu'une heure, un peu moins de 40, je crois. 1h45, je crois. Une bonne heure 45. Mais c'est hallucinant. Genre, c'est des espèces de morceaux de. Enfin, la scène de réparation des panneaux. Elle est incroyable. Ça dure un tiers du film. Enfin, je sais pas, c'est super long. C'est génial. Et ça s'enchaîne. T'as que des morceaux comme ça d'efficacité pure. Enfin, en fait, j'adore ce film pour son côté grand spectacle. Je trouve que c'est un blockbuster extrêmement bien fait, comme on n'en voit pas souvent, quasiment jamais en fait, pour ainsi dire.
Et ce qui est dingue, c'est que le film n'a pas marché. C'est un échec commercial total, ouais. Malgré la C'est- magnifique musique de John Murphy, quand même. Ouais, Oui. et de Underworld aussi, mais je crois Et puis en plus, il est vachement beau, le film. Ouais. il est Parce très beau. que ouais. moi, c'est ça que j'ai bien aimé, c'est que vu que c'est de l'horreur cosmique et tout, on peut se permettre de. Non, c'est pas de l'horreur cosmique ici. C'est de l'horreur dans l'espace, avec des étoiles Spatial cosmiques. Cosmique. Ah, allons-y. En fait, il peut se permettre d'imaginer un peu ce qu'il a envie en termes esthétique, quoi. Et donc, les vaisseaux, c'est des espèces de. Enfin, Icar, en fait, c'est des espèces de boucliers. Tout doré avec des lames un peu comme des écailles de poisson qui s'ouvrent, se ferment, ondulent en fait pour pouvoir s'orienter. C'est un peu la Philharmonie de Paris en doré. C'est vrai. Non mais c'est Ouais, vrai. ouais. Ouais, c'est vrai. Et je trouve que ça, mais c'est hyper beau. Enfin, Ouais. Et oui, les designs des combinaisons de sortie spatiale sont incroyables. très belles aussi. Avec des Il y a espèces plein de scaphandres. ouais, et même doré. l'endroit de la charge, qui ressemble un peu à Cube. Oui, Cette espèce de bloc noir et tout, c'est hyper beau. Enfin, moi franchement j'étais contente parce que t'es vissé à ton siège. Ouais. Au-delà de la destinée des personnages, t'as quand même très envie de voir ce qui va arriver. Je veux dire, même le soleil, parce qu'il y a toute une question sur à quoi va ressembler la surface du soleil, évidemment, le truc qu'on ne peut Et jamais c'est regarder. très réussi. C'est très beau. C'est super beau. Ça, j'ai vraiment bien aimé. Le passage, bon, ça va commencer à spoiler, mais je pense que c'est pas très important. De toute façon, à la fin, Oui, non, c'est pas. une partie du vaisseau finit par tomber dans le soleil et c'est entrecoupé. Le montage est hyper cut et t'as toute une descente, littéralement aux enfers où on sait pas trop où. Et pour un film de 2007, là où on aurait pu s'attendre à justement esthétiquement ça commence à se sentir, etc. Pas du tout en fait, parce que le choix a été fait de pas non plus faire un soleil en full 3D, mais plutôt de mettre des bribes d'un vaisseau qui tombe dans une espèce de mer de lave avec plein de tumultes. Enfin, c'est super beau. Ouais, Et le son, le travail du son Oui, est vachement incroyable bien. aussi. Vachement bien. Moi, je trouve ce film dingue. En Il est vrai. très quali. C'est Et- cette séquence qui est dans l'extrait d'ailleurs pour le son, si vous vous demandiez, c'est la séquence du vaisseau qui tombe sur la surface du soleil. Ah, j'avais reconnu. Ah, Quand ça fait bravo. tch. Ouais, voilà. Ah, Ouais, tiens. c'est impressionnant. Ouais. C'est parce que quand on écoute au casque, ça Ouais. rend bien. Mais après, le film, et du coup, là, on le disait aussi, c'est peut-être le petit bémol, toi, que tu as eu, Camille, c'est que c'est vrai qu'il est méchant. Mais ça, c'est comme beaucoup de films de Danny Boyle, c'est assez pessimiste sur Ouais. la vision qu'il a du monde et les perspectives qu'il donne à ses personnages. Là, la mission est vaine, on le sait dès le départ. J'ai un truc à dire là-dessus. C'est. Ouais. Et, Vas-y, Lola. Vas-y, ouais. Non, parce que je voulais dire justement que donc c'est Garland, comme tu disais, qui a fait le scénario, Ouais. et ils se seraient disputés tous les deux à ce moment-là sur, d'accord. Ils se sont, ouais. ils se sont engueulés sur le tournage. Voilà, parce qu'en fait, Garland, lui, dans son film, il y avait une fin beaucoup plus sombre. Moi, j'ai pas lu son bouquin, mais à ce qui paraît, c'est beaucoup plus sombre. Et lui, il est. Enfin, Très- son scénario, tu veux dire. C'est un livre à la base. Hein, c'est une Ah film. ouais, ok. Oui, oui. Et Garland, il est hyper nihiliste dans son approche scientifique de l'avenir de l'univers, en fait. Ouais. Et lui, ce qu'il voulait dire, c'est que sauver le monde, tenter de sauver le monde temporairement, c'était retarder l'horreur de l'extinction des générations à venir, en gros. Et Boyle, lui a répondu à ça parce qu'il a changé la fin. Ça se sent, en vrai. Il lui a dit, en gros, non, on peut trouver une solution. Sauf que c'est trouver une solution à un problème Ouais, insolvable. Et en fait, et d'ailleurs, ils n'ont plus jamais retravaillé ensemble. Ouais, ça marque C'est la fin de la la collaboration. charnière, ouais, ouais, tout tout à à fait. Voilà. Et effectivement, donc, en après, on a- fait, Danny Boyle, il est finalement moins pessimiste Ouais. que Mais de toute façon, l'œuvre d'origine. c'est C'est sûr. assez intéressant parce Même, que le enfin, film est pas fun, mais 28 jours plus tard, oui, c'est pareil. Avant, je pense qu'il y avait encore Garland aussi à l'écriture. Ouais. Et c'est peut-être aussi pour ça que ça ponctue les films de Danny Boyle de ce sentiment-là. Et ça se sent à la fin, parce que en fait, tout ce film, c'est une mission qui est vouée à l'échec. C'est des personnages qu'on fait mourir dans des circonstances vengeresses. Par exemple, Michelle Yeoh, son personnage de botaniste, elle meurt en étant au chevet de son jardin qui a brûlé. Et il l'a fait mourir en un clin d'œil comme ça, de manière hyper brutale et hyper violente. Et c'est hyper cynique à la fin parce qu'elle tient une petite plante entre ses mains en pleurant et elle meurt comme ça, quoi. Ouais. Et c'est hyper méchant comme film. En fait, c'est là où réside toute la tension du film, c'est que dès le départ, tu sais qu'ils vont pas s'en sortir parce que, je veux dire, c'est dit que de toute façon, Ouais.
Enfin, genre, ils ont pas assez d'oxygène, je sais pas quoi. Enfin, puis même cette mission, personne n'y croit vraiment. Voilà, en fait. C'est le dernier espoir. Mais... Ouais, c'est un peu un truc un peu pieux, quoi. Et en même temps, tu t'attaches au personnage. Enfin, ça qui est fort, c'est que tu t'attaches quand même au personnage. T'as envie qu'il s'en sorte. Et c'est là où réside toute la tension, c'est que on t'a prévenu que ça n'arriverait pas. Ouais. Et pourtant, quand ça n'arrive pas, moi, j'ai trouvé ça violent. Parce que c'est vrai que c'est des morts dures, quoi. Enfin, mais en fait, je sais pas, c'est un peu. Oui, mais peut-être que ce serait moins attaché au personnage si on avait plus suivi le scénar de Garland de base, en fait. Je suis d'accord que les morts sont... c'est Boyle qui a peut-être un peu enjolivé tout ça avec ce truc. C'est possible, ouais. Et ce qui fait que ça fonctionne, hein, parce que du coup, t'es scotché, et en même temps, il y a ce truc de ah non, pas encore. Et mais ce qui fait que cette fin, et bon, là, c'est le giga spoil, mais de toute façon, il y a soit l'un, soit l'autre. Hein, soit on a un happy end, soit on a une fin différente. Et là, en l'occurrence, c'est un happy end qui a été choisi. Enfin, partiel en tout cas, mais globalement la Terre est sauvée, quoi. Et pendant un temps. Cette séquence, moi je trouve qu'elle matche pas du tout avec le reste du film en fait. Et bah oui, bah voilà, c'est parce que c'était pas la fin de. Ça sent l'embrouille, quoi. D'Alex. Ça sent l'embrouille. Et puis c'est dommage de revenir sur la Terre, en fait. Enfin moi ça me. Moi j'avais pas envie qu'on la voie. On commence le film, on est déjà dans l'espace et en fait on oublie. Et voilà, moi le seul truc, la seule réflexion que je me suis faite pendant le film, c'est que c'est quand même des personnages dans lesquels moi je me reconnais pas du tout. Tu vois, il y a quand même pas du tout. C'est-à-dire que c'est cette espèce d'idée, tu sais, du plus grand que soi, de l'absolu, si je fais ça, c'est pour les autres et tout. Enfin bon, alors, ça fait peut-être de moi quelqu'un de pas sympa. Non, mais moi je te rassure, j'y vais pas. Non, mais pour ça, je me disais genre, mais pourquoi ils s'infligent tout ça? C'est stop, quoi. C'est les Américains. Ah, mais vraiment. Moi, j'adore le genre de la cosmic horror parce que je veux dire après. J'adore la SF de base, c'est un truc que depuis que je suis ado, j'adore ça et j'adore les films de genre et les films d'horreur. Mais au fur et à mesure que les années passent, j'ai de plus en plus de mal avec certains trucs, effectivement. Et déjà, moi, ce nihilisme latent, je trouve que c'est sympa. À un moment, au fur et à mesure du temps, moi, je reviens un peu et ça a tendance à me gonfler quand c'est, en tout cas, pas bien présenté. Là, j'adhère un peu plus. Oui, non, mais sur l'identification au personnage, en fait, cette idée de dépassement, là, en plus, il y a tout un sacrifice. Oui, c'est ça. Bon, au bout d'un moment, ça commence. Je comprends que t'accroches pas. On a le personnage de Rose Byrne qui est un peu, qui va un peu contre ça, justement, qui dit qu'elle a peur, qu'elle a pas spécialement envie de mourir et qu'elle aimerait rentrer chez elle. Et ce qui la rend la plus humaine aussi, parce que c'est ça qui est assez marrant dans les personnages, c'est que en fait, ils portent très haut des valeurs de héros, quoi. Enfin, vraiment d'héroïsme. Pur et dur, et pour autant ils sont pas humains, genre c'est des espèces d'ingénieurs très froids les uns avec les autres. Après, il y a pas du tout de toucher par exemple entre les personnages. C'est pas présenté comme de l'héroïsme, mais pour moi c'est plus présenté comme du pragmatisme en fait. Moi je rejoins un peu Léo là-dessus, on te le justifie d'une certaine manière en disant que c'est des gens qui calculent en fait. Et c'est dit d'ailleurs à un moment où on dit en fait c'est pas une démocratie, on va pas décider tous ensemble, en fait on va choisir quelles sont nos meilleures chances de réussite en fonction de données qu'on a à disposition. Et donc moi je trouve que là je comprends un peu mieux les réactions des gens. Et puis il y a un truc qui me paraît quand même important, c'est que c'est un film de Danny Boyle, et donc comme quasiment tous les films de Danny Boyle, en tout cas quasiment tous ceux que j'ai vus, ce sont des films qui mettent en scène des groupes et des dynamiques morbides entre les groupes, des affaires d'ego mal placées, des affaires de relations un peu tordu, de un culpabilité, peu, et c'est une grande thématique de son cinéma, et je trouve que de l'appliquer, le coup de génie pour moi du film, c'est de mettre ça au cœur d'une station spatiale, parce que on se dit en fait il était fait pour faire ce genre de film, tu vois. C'est vraiment le mec qu'il fallait pour faire ce film là, et alors avec les moyens qu'il a eu, il a fait quelque chose de très très beau, parce que j'imagine qu'il n'était pas tout seul, et puis parce que c'est quand même quelqu'un qui n'en déplaise à certains et certaines, mais c'est quand même quelqu'un qui sait faire des belles images, qui a une vraie science du montage, et voilà. Et moi, je trouve que le film, en étant un film, parce qu'il faut pas l'oublier, c'est quand même sorti. Moi, je me rappelle encore des pubs qui passaient quand j'étais petit. C'était marketé comme un film méga grand public, à effets spéciaux, grand spectacle, Sunshine. Oui, je m'en souviens. Et je me souviens qu'il y avait le truc qui disait, mais en fait, ça fait trop peur. Moi, j'avais pas le droit de le voir parce que ça faisait trop peur. Tu vois. Et c'était vendu vraiment comme un film de divertissement. Et le film est quand même
oui, bon, c'est très très beau, mais ça va un peu au-delà de ça. Et il y a un vrai travail, je ne l'ai pas dit, mais tu disais, ouais, c'est des Américains. En fait, non, ce pas des Américains. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a un casting international avec des gens qui viennent de différents pays et qui se retrouvent à bord de ce vaisseau-là. Donc, on peut imaginer qu'ils n'ont pas tous les mêmes manières de raisonner, mais en tout cas, ils ont la même manière scientifique d'aborder un problème. Et donc voilà, moi je trouve que le film est bien écrit de ce point de vue-là, et je trouve que l'alliance Garland, Danny Boyle, pour ce projet-là, parfait. Elle est au top. Et ça, c'est dommage, parce que c'est le projet qui marque la fin de leur... Alors dommage, je sais pas, mais ça marque la fin de leur collaboration. Bon, après Garland, il a fait sa carrière à lui. Dommage, peut-être pas, parce que... Voilà. Mais je trouve que là, ça marchait très très bien. On les avait vus, on le disait avant, sur la plage. Non, on l'avait pas dit, mais sur 28 jours plus tard, et la plage. Et je trouve qu'ils arrivent toujours à... Moi, c'est un duo de créateurs qui m'emmène à chaque fois. J'adhère complètement. Je sais que plein de gens qui n'aiment pas la plage, qui n'aiment pas forcément 28 jours plus tard, mais moi, systématiquement, ça m'emporte. En tout cas, lui, Boyle, ça l'a dégoûté. Il a dit qu'il ne ferait plus jamais de science-fiction. Ok. Et il n'en a pas refait. C'est pas grave, hein, après. Non. Qu'il laisse ça à Alex Garland, il sait bien le faire aussi. Mais il sait bien le faire aussi. Danny, si tu nous écoutes, refais. STP. On lui a, tu sais qu'on lui avait proposé un Alien. Hein. Ah, de venir à un épisode, oui. Je croyais que il n'a pas voulu. Non, il s'était. Il a laissé en non lu, quoi. Il avait dit qu'il se sentait pas assez doué pour faire un Alien. J'avais mis un accusé de réception. J'attends toujours. Il se sentait pas assez doué pour faire un Alien. Danny.boyle@gmail.com. Je comprends pas. Pourtant, il a été notre meilleur anglais. Dear Danny. Come to the French podcast, The Horror of the Sunday. We are so funny. You're the sunshine of our life. Tu vois, je suis obligée de reprendre la blague tellement je ne suis pas sûre de mon anglais. Bon, bah voilà, c'était bien Event Horizon Sunshine. Non, Sunshine au-dessus. Bah, large, oui. Ouais, et je vais vous dire même un truc, pour moi, au-dessus d'Interstellar. Ah bah bien sûr. Oui. Non, en fait j'ai dit non. En fait non, je suis pas d'accord. Moi je suis d'accord. Le retournement de veste le plus rapide de mais bien l'histoire. au-dessus que de Gravity par exemple. Ah oui. Oui, moi ça oui. Et de Seul sur Mars. Moi j'avais bien aimé. Life aussi, vous avez vu Life? Ouais, Life, mais j'aime bien Life. Ah, il y a des trucs sympas. On en parlera Et peut-être. pareil que Ad Astra, c'est bien aussi. Esthétiquement c'est sympa, mais tous les films d'espace, tous dans le même sac, voilà. Et je déteste 2001, je tiens à le dire. C'est dit. Brice, tu coupes. Tu coupes ça là. On veut pas de ça. Non, on veut pas de ça. Là, on perd tous nos abonnés là. Ça y est. Mais les 4 abonnés, c'est fini là. Tac, terminé. On touche plus un rond là. On touche, ça changera pas grand chose. Attends, mais il y a de l'argent? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On n'est pas au courant de. Brice, coupe. Enchaîne, musique là. Eh ben le troisième film, du coup, c'est le mien. Hein, ouais. Eh oui. Eh ben oui. Ah oui. Eh ben moi, pour ce thème, j'ai choisi en toute malhonnêteté l'au-delà, The Beyond de Lucio Fulci. Years ago, everybody in this hotel disappeared. Every last person. A painter called Zweig, who lived here, closeted in his room, had found a key. Tell me, with all those accidents, you think you'll give it up now? I couldn't do that if I wanted to. Well, I won't give in.
Pending de basse. Est-ce qu'on peut dire la blague que t'as dit dans le groupe pour parler du film? Allez-y, je vous laisse la dire. Vas-y, Lola. Léo a dit, vous prendrez bien un peu de jazz avec vos tripes. Voilà. Parce qu'il n'y a que ça, effectivement. Dès que quelqu'un se fait zigouiller, il y a le brass band derrière. On arrive à Marciac. Bon. Et tu vivrai nel terrore, l'Aldila, ou The Beyond. Mais du il a 3 titres. Ou l'au-delà, en français. Ouais. Non mais attends, du coup c'est en anglais. Oui, c'est toujours la même histoire. J'y viens, Lola. Tu l'as regardé en italien, mais. Ouais, mais comme moi, je suis outré, je l'ai vu sur Shadows en italien. Je suis un peu dégoûté. Pareil. Donc, film réalisé, avec une réalisation, une production italienne, mais parlé en anglais, de Lucio Fulci, sorti en 1981. C'est un film qui met en scène un casting italo-américain dans lequel on retrouve, j'y vais hyper vite, Catriona. Catriona McCall, David Mitchell, Cynthia Montréalais, Jean-Michel Antoine. Le mec s'est perdu. Véronica Lazar, Larry Ray, Tonino Pulci qui joue Joe le plombier, je voulais le donner quand même. Pierluigi Conti qui joue le docteur Harris. Je ne signale que les rôles les plus importants à mon sens. Alors, pourquoi ce film vous allez me dire, pourquoi ce film? Vous allez me dire, il n'y a pas de feu. Hein. Eh bien, aux détracteurs, 2 arguments forts. Tout d'abord, le film s'ouvre sur un générique enflammé, après que le livre maudit ait pris feu. Et puis en plus, il y a pas mal de torches, justement. Et deuxième argument... des bougies, là. Des bougies aussi. Deuxième argument en béton, en enfer, il fait chaud. Et il y a des flammes. À skip. Et ouais. Je suis jamais allé, moi. Je pensais que c'était un peu plus fait comme argument. Non. Voilà. Ça s'arrêtera là. C'est quoi des vessies, les lanternes? Je vous attends. J'attends les commentaires. J'attends tout. Je suis prêt à répondre. Alors, quelques mots avant de commencer, pour commencer, sur Lucio Fulci. Eh bien, comme je disais, c'est un cinéaste italien dont l'œuvre prolifique, un peu plus d'une 50aine de films, passe par le western spaghetti, le giallo, et le film d'épouvante. Et on va dire que ce sont dans ces 2 dernières catégories, et au cours de films comme Le Venin de la peur ou encore L'Enfer des zombies, que Lulu s'exprime pleinement au travers de la mise en scène du macabre, de la thanatologie et du gore, le tout matiné d'un peu d'érotisme et d'onirisme. On lui connaît une équipe technique toujours plus créative quant aux trouvailles visuelles permettant de rendre la destruction et la putréfaction des corps, ainsi qu'un regard qui ne se détourne jamais face à la violence graphique, si intense soit-elle, à tel point que son filmage sera qualifié par certains comme emprunté à la pornographie. Je prends pour preuve une célèbre anecdote au sujet d'une scène de vivisection de chiens au cours du Venin de la peur, évidemment réalisée sur des marionnettes, mais qui aurait bien failli coûter la prison à Lucio Fulci pour cruauté envers les animaux à l'époque. Bref, Fulci, c'est le poète du macabre, l'esthète du crado, le prince du dégueulasse. Alors bien que j'ai énormément de respect envers sa carrière, je n'ai jamais été passionné par l'œuvre du bonhomme et je dois bien reconnaître que c'est un quasi-critère d'exclusion de la communauté fermée des cinéphiles. Cependant, si je dois faire pénitence, c'est aujourd'hui en vous parlant de l'au-delà. Alors l'au-delà, comment le résumer? Eh bien, c'est là le problème. Bon courage. C'est là tout le problème. Pour faire simple, Lisa a racheté un hôtel qu'elle retape pour se faire de la thune, mais il s'avère qu'il est construit sur une des portes de l'enfer. Voilà. Pas de bol. Voilà. Et c'était pas dans la petite annonce. Non. Les morts reviennent et du coup, le maçon se fait buter. Il y a vice caché. Le maçon se fait buter, le plombier se fait buter, tout le monde se fait buter. Le film feint la narration. Il y a un crédit à rembourser tous les mois. Merci. Mais n'est en réalité qu'un enchaînement de situations permettant à Fulci et son équipe d'alterner entre des tableaux morbido-oniriques et des paroxysmes gorissimes. Je le disais plus tôt, avec des gros plans qui ne sont pas sans rappeler un certain cinéma. Wink wink.
Le porno. On notera dans ce goût-là une scène de morsure de fausse langue en latex par une maquette de Migale. Il fallait y penser. C'est très très long cette scène. Ouais, c'est très long. Le film se caractérise par sa volonté, j'espère que je vous donnerai envie d'en regarder, par sa volonté d'imprimer dans l'œil du spectateur des images inédites par leur caractère quasi insoutenable, de longues séquences de mise à mort cruelles, faites de souffrance et de chair meurtrie. Là où il serait tout à fait adapté de détourner le regard et d'éteindre l'écran, le spectateur est captif d'une violence fascinante au sens littéral du terme, invitant bel et bien à se demander ce qu'il existe au-delà de nos enveloppes charnelles. Et c'est bien là, je pense, la démarche de Lucio. On pourrait se demander si ça n'est pas un peu problématique. Alors, je n'ai pas la réponse, mais un élément pourrait toutefois sauver la barque. Les personnages n'existent pas. Leur motivation, leurs convictions, les dialogues n'existent pas. Il n'y a pas d'enchaînement logique d'une situation à l'autre, pas de cohérence interne au récit, pas d'écriture scénaristique pour ainsi dire. Je me tiens donc à distance des horreurs que j'observe tout en contemplant une surface, une toile de cauchemar sur laquelle sont appliqués minutieusement, couche par couche, des sons et des couleurs, et devant laquelle je finis par me réveiller honteux et gêné, en train de regarder un visage fondre sous un jet d'acide, une crucifixion clou par clou, ou encore une énucléation par voie postérieure par le truchement d'une barre en métal rentrée dans le crâne par l'occiput. C'est précis. Transition toute trouvée pour évoquer un dernier sujet cher à notre obsédé de la tête mutilée, l'œil martyrisé. Ah ouais, il y en a beaucoup, il y en a 3 ou 4 dans le film. Ouais. Il est à la fois celui du spectateur, mais surtout du cinéaste, qui lorsqu'il s'aventure hors de son orbite, ou se teinte d'un voile opaque, emporte sitôt avec lui son porteur vers l'au-delà, le protégeant à tout jamais des horreurs bien réelles de notre monde condamné. Merci Lulu, j'ai bien ri. Alors, je terminerai sur une petite citation de Lucio Fulci dans L'Écran Fantastique en janvier 82, que vous pouvez retrouver sur Wikipédia, ou dans les archives de l'Écran Fantastique, probablement. Au sujet donc de l'au-delà, pour moi, c'est un film artaudien, Artaud, absolu. J'ai personnellement connu Antonin Artaud. Il m'a regardé avec ses yeux fous il y a 30 ans. Mon idée était de faire un film absolu avec toutes les horreurs de ce monde. C'est un film sans intrigue, une maison, des hommes et des morts qui viennent de l'au-delà. Il n'y a pas de logique à chercher dans ce film qui n'est qu'une suite d'images. Pas mal. Ça me rassure ce que tu dis. Ouais. C'est pas mal. Oui, oui. Ouais, non, on prend mieux le film dit comme ça avec ses infos, quoi. Bah ouais. Donc voilà, la carrière de Fulci, je pense qu'elle est à contextualiser parce que moi j'étais toujours un peu, je dis, j'ai jamais été très sensible à ce que j'ai vu de Fulci, mais je pense que je l'ai toujours vu en m'attendant à autre chose que ce que c'était. Et je dois dire que c'est quand même assez unique et probablement comment le dire de manière mais assez fondateur en fait dans le cinéma de genre. C'est quelqu'un qui a dépassé un peu cette étiquette de cinéaste de film, de créateur de films d'exploitation pour en faire vraiment une forme de, je sais pas, de poésie un peu macabre, quoi. Enfin, il y a un truc un peu comme ça qu'on pourrait, poésie macabre. Je trouve que ça s'applique bien à Fulci. On le dit souvent, mais je trouve que là c'est plutôt approprié. Donc je conçois que ça puisse pas être très très divertissant et très très sympa à regarder comme ça la première fois, mais il y a des trucs là-dedans, il y a des tableaux, il y a des trucs, il y a des images que moi j'ai trouvé littéralement un tableau dans le film. C'est très beau et que moi j'ai trouvé voilà, assez fascinante, et puis il y a cette énergie un peu du film qui se fait au fur et à mesure qu'on le tourne, qui est pas très écrit, et voilà, et c'est une démarche qu'on n'a plus l'habitude de voir, et voilà, donc moi ça j'aime bien le film. Allez-y. T'as pas parlé du fait que c'était une trilogie Ouais, c'est la trilogie de l'enfer ou de la mort, l'Apocalypse. De l'Apocalypse, ouais. Okay. Ouais. Enfin, je sais plus, mais le truc de l'Apocalypse. Il y a l'enfer des zombies dedans, il y a l'au-delà. Il y a Frayeur que moi j'avais vu, qui pareil m'avait un peu. En fait, moi je trouve que j'ai vu Frayeur, l'au-delà et La maison près du cimetière. Et à chaque fois, c'est vrai que je me suis un peu fait chier moi devant ces gialli. Parce qu'on dit gialli au pluriel. Un giallo, des gialli. Oui. Ah ouais. Un panino, des panini. Oui, des panini. Bon. Allez. Mais ouais, non, ça me rassure que. Enfin, ta chronique est très intéressante parce qu'effectivement, moi, j'ai rien compris au film. Et du coup, c'était le but. Les personnages sont effectivement sans épaisseur ni rien, mais
Mais du coup, oui, il faut vraiment se laisser glisser sur cette espèce de... Enfin, sur toutes les surfaces visqueuses et dégueulasses qui arrivent pendant le film. Et peut-être que le film passe mieux. En effet, moi, j'ai trouvé ça un peu difficile à regarder. J'ai beaucoup ri devant la scène des araignées dont tu as vite fait parler. Parce que il y en a une vraie. Un gros budget araignée, ouais. Et derrière, c'est 2 pantins et ça touche même pas le sol. C'est vraiment des cure-dents avec des poils. Ouais, et c'était dégueulasse la scène. Mais je crois que l'acteur s'est vraiment fait. L'acteur qui joue l'araignée ? Non, qui joue le mec au sol là. Martin, il s'est vraiment fait grimper dessus par des tarentules. Oui, et après ça passe sur un plan mannequin. Il y en a une vraie Il y en a 2 vraies. Ah ouais, moi j'en ai vu. Le reste c'était de la Swinton. Ouais. Le reste c'est interprété par Tilda Swinton. Ouais. C'est ses mains. Mais un jour elle va nous faire un procès. Et on aura tort en plus. Oui. Et puis elle aura raison de nous faire un procès parce qu'elle gagnerait énormément de blé. Je peux te dire. Elle va nous faire un procès en diffamation parce qu'on dit que les tarentules, les Fulci, c'est potentiellement elle. Ça va, je crois. Après, elle a probablement les meilleurs avocats. Tu sais pas. Bon bah, je retire. Moi j'ai beaucoup aimé la photo du film. Ah oui. Les premières séquences introductives sont incroyables. Les mouvements de cam, les valeurs de plan, la lumière, je trouve que c'était genre une réussite totale. Et en fait, plus le temps passe, plus, on va pas se le cacher, comme tu disais Lola, tu t'ennuies en vrai. Parce qu'il y a rien pour t'accrocher au film, les personnages, on s'en fout. À part de la dégueulasserie. Ouais, et du coup, si t'es friand d'effets réels et surtout du sanguinolesque des gialli, ça marche, mais bon, faire reposer l'entièreté du film sur des tableaux épars comme ça, je trouve que c'est un peu léger. Même si parfois ça fait mouche, notamment je parlais des séquences introductives, je trouve que la séquence finale, pas avec les zombies dans l'hôpital, ça c'est horrible. Non, après. Mais après, où il y a une. Bon, ça spoil, mais du coup ça spoil pas vraiment parce que, comme vous l'avez compris, la narration, on s'en fout un peu. Mais à la fin, en fait, il rentre dans le tableau qui est là depuis le début du film. Que tu disais, Camille, que tu le trouvais très beau. Effectivement, moi aussi je le trouve très beau, et cette séquence est super belle, et il y a vraiment, tu fais des arrêts sur image à plein moments du film, c'est incroyable, ça c'est mais je pense que ce sont des films, les films de Fulci, j'ai évidemment pas vu les 50 et quelques, 54, 55 films qu'il a réalisés, mais ils sont, pour ceux que j'ai vus, conçus comme ça, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui fait un cinéma de sensation, et qui fait pas un cinéma narratif. Et il faut le savoir. Et en fait, on n'est pas habitué à le voir dans le domaine du cinéma horrifique, cinéma horrifique de ces années-là en plus, qui est un cinéma d'exploitation. On est habitué. Alors, il a ce côté, effectivement. Il a le côté, je sers la soupe, quoi. Il montre des trucs dégueulasses. On vient voir, on a ce qu'on est venu chercher. Mais je trouve il est suffisamment malin pour réussir à y mettre quelque chose, à y mettre une vision, à y mettre une espèce de poésie, quoi. Enfin, tu vois, voilà. Mais en fait, il y a un truc hyper étrange, effectivement, entre cette espèce d'écriture très aérée et aussi de façon de filmer, moi je trouvais très belle et très douce, tu vois. Et d'un seul coup, ces espèces de ruptures hyper violentes, trash, quoi, où vraiment c'est dégueulasse. J'ai rarement vu quelque hyper chose. Loin. Enfin, c'est vraiment, t'es là genre oh non. Et en plus, ça casse un rythme qui est très lent, qui est très cinéma d'auteur, moi je trouve. Donc c'est un peu particulier. Je dois confesser que je me suis un peu endormie devant le film. Non mais je crois vraiment que c'est des moments, tu vois, en fait, ce qui s'est passé souvent, c'est qu'il y avait des moments de hurlement qui me réveillaient soudainement. Vous avez entendu dans le trailer. En fait, déjà, je comprenais rien sur le fait que les deux femmes se ressemblent vachement. Enfin, les deux blondes. Émilie et Elisa. Exactement. Alors moi, j'y voyais, tu vois, je me suis dit, bon, il y a un truc, je sais pas, elles se remplacent l'une l'autre, ou j'en sais rien, tu vois, il y a peut-être un lien comme ça. Et non, c'est complètement annulé. Donc tu te dis, bon, d'accord. Et donc au fur et à mesure, en fait, t'as envie de créer des narrations dans ta tête pour essayer de comprendre quelque chose, mais au fur et à mesure, elles s'annulent un peu, donc tu te dis, bon, on va laisser faire, quoi. Et du coup, ce qui se passait, c'est que je me réveillais en sursaut avec les hurlements, et là, je rewindais un petit peu pour voir la séquence d'avant. Je me disais, ah oui, d'accord, je ne vois pas le lien, mais c'est pas grave. C'est pas mal. Et la séquence de fin est sublime. La séquence avec la petite fille aussi, c'est pareil, il y a des trucs qui sont amorcés, et par contre, comme tu disais, c'est du cinéma de sensation, parce que il y a vraiment des passages esthétiquement et dans le ressenti qui sont trop beaux et super bien travaillés, et ça se sent. Mais oui, en fait, les personnages, c'est de la chair à canon, c'est le prétexte pour faire des mises en scène macabres et gore. Et du coup, il y a des moments où ça en devient marrant.
Et cette petite fille qui perd son papa dans la cave et après à l'hôpital, sa mère elle glisse et il y a de l'acide qui lui tombe sur la tronche et elle fond. Mais vraiment, c'est le karma quoi. C'est assez horrible. C'est vraiment très très bien fait. Par contre, vraiment, ouais, c'est super chouette. Ouais. C'est vraiment dégoûtant, mais c'est vraiment dégoûtant. La quoi. scène de martyr du début avec le mec qui est crucifié, elle est incroyable. Mais tout est ignoble, mais c'est. Ouais, mais pareil, on comprend pas trop le pourquoi du comment. Enfin, c'est vraiment. Le synopsis. C'est un peu le purgatoire quoi. T'as passé la porte des enfers quoi. Du coup, les situations n'ont pas vraiment de sens logique, mais c'est juste tous les personnages qui subissent des trucs absolument affreux, un peu des tortures à la Hellraiser et tout quoi. Mais c'est marrant le truc, parce que le rythme du film est lent et des fois il y a des cassures parce qu'ils zooment d'un coup et là t'as le jazz qui arrive comme on disait tout à l'heure. Mais les scènes gore, sauf quelques-unes, il y en a plein qui restent très lentes aussi en fait. T'as le même plan sur le truc les araignées, les araignées ça dure pas. Et tu sais il se passe 3 minutes, pas grand chose quoi. C'est des araignées carnivores. Je pense que si Fulci faisait des films maintenant, il serait probablement vidéaste. Enfin, je sais pas, il ferait des... Non, mais tu vois, c'est quelqu'un qui est fondamentalement pas du tout intéressé par l'idée de raconter quelque chose. Il est pas du tout intéressé par le scénario, par l'écriture des personnages. Il est pas non plus intéressé par je sais pas, le twist, le rebondissement. Mais bien sûr. Ce qui l'intéresse, et là, dans l'au-delà, on le voit très bien, c'est de montrer jusqu'où tu peux aller dans la destruction d'un corps, tu vois, enfin d'une enveloppe. Et en ça, le film, il le fait assez bien. C'est-à-dire que c'est effectivement saisissant. Alors, pas de réalisme, et je pense que c'est ça qui sauve le film, et c'est ça qui fait qu'il tombe pas dans le truc un peu recommandable, tu vois, le truc comme ça. Crapoteux. Exactement, crapoteux. Il tombe pas là-dedans parce que le retour de crapoteux. J'adore. Parce qu'il le fait de manière un peu, c'est un peu onirique, c'est un peu, je sais pas. Il y a, en fait, moi, je me réveillais en réalisant que je regardais un truc dégueulasse. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a un moment où tu sais plus vraiment ce que tu es en train de regarder. Tu es en train de regarder de la bouillie. Mais tout est mou. Il y a cette espèce de... Quand la maman, enfin la femme du plombier et la mère de la gamine, elle se fait... Son visage fond, on sait pas pourquoi. Il se prend de l'acide parce dessus, que le truc qui fait bip bip, la machine à côté pour les ondes cérébrales. Ouais, voilà. On sait pas vraiment. Il fallait faire fondre son visage. Il y a une espèce de mousse rouge là, tu vois, qui coule au pied de la petite fille. Ça, c'est un trauma, quoi. On sait pas vraiment ce que c'est. Enfin, tu vois, je sais pas. Il y a un truc qui le... Comment dire ? Il se préserve de tomber dans le truc un peu... Ouais, dans le truc pas recommandable. Alors, bon, encore une fois, c'est à mettre au regard de l'ensemble de sa carrière et de l'ensemble de sa filmographie. J'ai pas tout vu. Mais je trouve que c'est un cinéaste qui vaut qu'on s'y arrête, au moins, pour voir. Bah oui. Pour en avoir vu plusieurs, si vous en avez vu un, vous avez un peu tout vu. Mais après, bon, attends, il y en a 50. Oui, j'en ai vu 3. C'est les 3 mêmes. Et bla. On embrasse lui. Là. Non, mais c'est très... Rhabillé pour l'hiver. Non, mais il faut regarder les films de Fulci, c'est très important. C'est un cinéaste... Encore une fois, parce qu'on parle de Dario Argento, mais pas assez de Fulci. Et pour le coup, il a fait des trucs que Argento n'a jamais osé faire. Et c'est pour ça vraiment très intéressant à voir, quoi. Enfin, ils embauchent les mêmes groupes, je pense, pour leur bande son. C'est possible, il y a un côté non, c'est pas Goblin. C'est pas Goblin. Non. J'ai pas noté le nom du groupe, mais c'est pas Goblin. Des kiffeurs de jazz, quoi. Mais ça aussi, ça donne un petit côté boulard. Ouais, c'est bizarre. Et pourquoi c'est en italien ? Moi, je l'ai vu en italien. Pourquoi ? Tu m'as pas dit pourquoi. Mais enfin, Léo, t'en avais parlé pour l'Argento. T'en avais parlé pour l'oiseau là. Oui, Bloody Bird. C'est toujours j'ai l'impression qu'il y a toujours des soucis après de distribution, de production et à qui le film est adressé de base. Vu qu'il y avait une volonté de faire des films distribués à l'international, il les faisait en anglais. Mais en même temps, ils étaient quand même très attachés au fait que ce soit des giallo italiens. Du coup, c'est redoublé après en Italie. Et puis après, il y a une grosse distribution en France parce que, pareil, ça marchait bien. Donc, tu as un redoublage français. Et en fait, vu que c'est un film italien à la base, ce qui reste souvent, il y a une erreur qui est faite. C'est qu'on te présente la VO
comme l'italien, alors que c'est pas le cas en fait. Oui, parce que franchement, si je peux faire une critique à Shadows, que j'aime beaucoup, mais ils ont beaucoup de films de Fulci et ils sont tous en italien. Enfin, la VO est en italien. Et sur leur site. les autres que tu as vus, c'est pareil, c'est des doublages. Ouais. C'est pas les vrais. Et c'est pour ça que. Et puis en plus, c'est complètement ridicule parce que là, ça se passe en Louisiane. Bah oui. Donc on se doute que le plombier, il arrive pas en disant buongiorno, tu vois. Enfin, genre. Tu vois, après, tu vois le nom du cast et tu sais qu'il y a des acteurs, des actrices qui sont américaines et qui parlent anglais, tu vois. Donc c'est vraiment tu lances le film et tu te demandes mais attends, mais c'est un doublage, du coup tu passes sur la piste française, tu te demandes mais c'est un doublage aussi. Ouais. C'est pour ça que je suis passée en français à un moment, je me suis dit c'est pas mal, mais parce qu'en fait j'ai écouté déjà un doublage. Mais on peut le regarder sans le son, à la rigueur. Oui, à la limite c'est pas. Ou juste avec la musique et les cris. C'est pas hyper dérangeant. Mais les dialogues ont finalement peu d'importance et ne nous guident pas trop dans la compréhension et même dans l'appréhension du film, parce qu'il n'y a pas de grande vérité révélée par un personnage, il n'y a pas de. Voilà, en tout cas, mettez les Djali en anglais, s'il vous plaît. Quoi. SVP. Voilà. Please. On espère que le message est passé. Je suis très fâchée. C'était le but de cette chronique. On en a parlé simplement pour faire passer ce message, parce qu'on sait très bien qu'avec notre influence internationale. Ouais, tu peux le dire. Ouais, je sais qu'on a. Mais on va dans l'espace aussi maintenant. J'ai accès aux statistiques et je peux vous dire qu'on est international. Coucou la Belgique. Eh bien, ça vous a pas inspiré Si. En vrai, si. C'est très loin d'avoir été un mauvais moment où. Moi, j'aimerais bien tenter l'acide sur quelqu'un, du coup, maintenant. Oh là. Bon, allez. D'accord, ok. Là, on va se faire attaquer, par exemple. Là, par exemple, ça, tu vois. Là, c'est bon, ça, c'est bon. Tilda Swinton, ça va, mais ça, par exemple, c'est non. Mais tout allait. Non, mais bon. Ouais. On passe au film d'après. Musique, Brice, arrête-les là, parce que. On enchaîne avec le dernier film et c'est Lola qui termine. Et oui, et le dernier film, mais pas des moindres. Le bouquet final. Comment que ça s'appelle? J'ai choisi Yule Log. That's good. No, they're not coming, Alex. Of course they're coming. You hung up on them. They don't know where we are. Did you not hear that log? It was crying. It's from hell. It's not from hell, okay? Some psychopath in the woods is fucking with us. That's all. That's all. The crying is pre-recorded or something. And there's a drone in the wood. That's how I can fly around. What? No, drone couldn't do that, okay? It's a curse log. This is not some Scooby-Doo shit, okay? We're gonna be safe in here for the night, okay? We're gonna hide and be safe. That thing's not gonna be active during the day. You don't know that. We had that fire going all day long, and nothing happened. Nothing happened till the sun went down. But didn't you hear what it was yelling? It was yelling, arson, arson. It's gonna burn us alive. Alex. Okay. Vous venez d'entendre un extrait, une scène fantastique dans un placard. Ah oui, c'est celle-là, d'accord. Ouais. Voilà, c'est la scène du placard où il y a un drone dans la bûche. Oui, alors ça va pas nous aider de nous dire ce qui se passe parce que j'ai déjà tout oublié. Il y a un drone dans la bûche. Yule Log, ça veut dire bûche de Noël. Ouais. Je voulais préciser parce que je ne connaissais pas moi. Voilà. De Chris entre guillemets Casper Kelly, dit Casper Kelly. C'est un film qui est sorti en 2022 aux États-Unis. Et tu dois pas le dédicacer à quelqu'un? Mais ça vient. venir. Ah pardon. Évidemment que je vais le dédicacer. Pardon. Je vous fais le petit casting vite fait, très rapidement comme Thomas. Ta gueule. Le shade. Non, avec Andrea Lane qui joue Zoé, Justin Miles qui joue Alex, Jessica Fontaine qui joue Rosa, Michael Regan qui joue Isaac, Charles Green qui joue le petit homme dans le feu. Il y en a d'autres, je vous les fais pas tous. Voilà. Ah oui, le petit homme dans le feu, c'est. Il est marrant, lui. Le petit homme, il est marrant. Il est très sympa. Pas très sympa, mais. Ouais. Bon. Je peux faire un résumé après je dédicace. Oui. Ouais. Ok.
Donc, de quoi ça parle ? C'est l'histoire d'un couple. Enfin, non, c'est avant tout l'histoire d'une cheminée filmée pendant 2 longues minutes en plan d'ouverture avec un feu qui brûle tranquillou. Quand soudain, des jambes vont passer devant la caméra. On va comprendre que c'est une dame au téléphone qui est venue faire le ménage dans son chalet. C'est la propriétaire. Et sa femme de ménage n'est pas venue, c'est pas pointé. Enfin bref. Donc en fait, elle doit faire le ménage elle-même. Voilà, parce qu'elle le met en location et elle a des locataires qui viennent pour le week-end. Puis soudain, ça frappe à la porte. Cette dame au téléphone va ouvrir. Et là, une mère et son fils, plutôt dérangés, vont faire irruption dans la maison et tuent la dame. Tout ça, ça se passe... Plutôt dérangé, hein. Plutôt dérangé, oui, mais Ouais. après, vous me connaissez maintenant. Le truc, c'est Devil's Reject. Sur l'échelle de là, on est à plutôt. Oui, mais j'ai parlé de l'acide juste avant, c'est pour ça. Oui, pour l'échelle de Lola, ça fait. C'est incroyable. Donc, oui, tout ça, ça se passe avec toujours la caméra fixe sur la cheminée. Donc, ça crée quelque chose d'assez drôle tout de suite parce qu'on voit que quelques bouts de l'action. Voilà, on voit un peu du sang gicler, quelqu'un ramper, quelqu'un d'autre ramper, enfin des hurlements. Et voilà, La bûche surtout. La bûche. La bûche, mais oui, mais elle vient. Elle est là pendant tout le film, donc on en parlera plus tard. Et là, on entend un bruit de moteur de voiture. Donc là, les 2 tueurs vont se précipiter pour nettoyer vite fait avec les produits ménagers de la meuf juste avant qu'ils viennent de tuer. Ils nettoient vite fait, ils cachent le corps de la dame et ils vont eux-mêmes aussi se cacher dans ce qu'on suppose être un placard. Voilà. Et là, ça y est, c'est l'histoire du couple. On y vient. Zoé et Alex, qui donc ont loué le chalet pour le week-end, donc cette petite bicoque rustique très sympa. Et on comprend que Alex gagne sa vie en partie en filmant des feux de cheminée. Donc c'est vraiment quelque chose qui existe sur YouTube. Ça dure en général 8 heures. Ah mais moi j'adore. De fin octobre à fin mars. Tu mets ça chez toi ? Mais bien sûr. Ah ouais. Dès que j'ai un brunch, un repas, bien sûr. Vous voulez bien. lequel, machin, bois de boulot, ok. Voilà. On en apprend tous les jours. Tu connais les crépitements du bois ? Non, j'en rajoute un peu. D'accord. C'est pour faire amuser la galerie. Ça marche, hein. Bon, bah, tu vois, je connaissais personne qui faisait ça, mais c'est bon. Les trentenaires. Qui vivent dans des petits appartements. Voilà. En dépression. Oh non, ça va. Oui, parce qu'à Paris, on n'a pas le droit de faire de feu dans nos cheminées. Donc, envoyer des sous. Oui, oui. Ouais. Et je connaissais des sudistes qui mettaient des bruits de cigales, moi. Bon, rien à voir, mais des bandes son 10 heures de cigales. L'enfer. Tout le monde dit quelqu'un qui connaît là C'est bon, on a fini. Pardon. Donc voilà, ce mec gagne sa vie en filmant des feux de cheminée, d'où la caméra en fixe sur le feu de cheminée, vous l'aurez compris. Il avait laissé sa caméra tourner le temps que le ménage soit fait dans la loc, et là ils reviennent, c'est comme ça que j'ai compris le truc, et à la 7e minute, Alex va venir se placer face cam pour faire un dézoom, et là on va maintenant être en plan large de tout le salon, et la suite, je vous la laisse découvrir. On va en parler un peu forcément, mais parce que comme Thomas dit, c'est zoombesque. Donc, vraiment, c'est assez indescriptible. Donc, comme promis, parce que j'ai été aidée pour le choix de ce film, ce thème ne m'inspirait pas trop, donc j'ai demandé sur les réseaux de l'aide. Et aujourd'hui, par mon pouvoir d'évêque récemment obtenu, je remercie et bénis la superbe Mylène Da Silva, aka Lula Daisy, sur les réseaux, qui est une sorcière de la sororité. Et également une youtubeuse de la chaîne Welcome to the Primetime Bitch, et enfin chroniqueuse dans le podcast Jumpscare. Rien que ça. Bonjour. Donc merci Mylène pour cette pépite. Eh ben oui. Concernant le film, donc Casper Kelly, lui, c'est un réal de télé. D'ailleurs, Yule Log a été diffusé uniquement sur Adult Swim, dont il est cofondateur. C'est une chaîne TV américaine qui est plutôt orientée adultes, et ils diffusent pas mal d'animés que, en gros, Cartoon Network n'ose pas diffuser, notamment Rick et Morty. Notamment Rick et Morty. No shit. Et Cowboy Bebop, qui était leur premier en 2001. Donc, trop bien. Pour ne citer que on pourra faire l'iceberg et citer des trucs encore plus obscurs de la costume après, si vous voulez. Ouais, j'ai pas tout cité, mais voilà. Donc, You Log, c'est le premier long métrage de Casper Kelly et le premier long diffusé sur Adult Swim et simultanément premier film d'horreur de la chaîne.
Je vous conseille, pour capter un peu mieux le style de ce réalisateur, de regarder son court-métrage qui s'appelle Too Many Cooks. Ça dure 11 minutes, c'est sur YouTube et c'est une parodie de sitcom en mode horreur. Ça vous aidera peut-être un peu pour comprendre Yule Log, ou je ne sais pas en fait, c'est très bizarre. Yule Log, ça a été tourné plus ou moins en secret sur 15 jours pour lui assurer une sortie à la période des fêtes. C'est sorti le 11 décembre. Voilà, d'où la bûche de Noël. Et à la base... Ils avaient encore 15 jours. C'est peut-être les 10 jours qui manquaient. Ils ont tourné en 15 jours. Ils ont tourné en 15 jours, ouais. Et à la base, Casper Kelly voulait ouvrir le film, non pas avec 2 minutes de plan de feu de cheminée, mais 2 heures. La chaîne lui a dit non. C'est génial. Donc il a dû raccourcir. Ouais. Et d'ailleurs, toi, j'ai cru que tu allais faire un descriptif du film, un synopsis temps réel, parce que quand tu as commencé à dire à la 7e minute, je me suis dit merde. Moi, j'ai cru que le plan de la bûche, ça allait être le même plan tout le film au début. Donc ça sent qu'il a voulu faire. Mais moi aussi, et je pense que tout le monde se dit ça. Enfin, vraiment. Mais non, rassurez-vous. Donc, moi, c'est un film qui m'a vraiment beaucoup fait rire. Ça dure 1h30 et c'est 1h30 qui est en mode intrigue méta-horreur. Ça s'arrête jamais, c'est vraiment la fête du twist. Il y a méchant sur méchant, tout s'enchaîne très vite et chapeau quand même au plan séquence d'intro qui dure une 30aine de minutes sans interruption, en comptant le dézoom dont je vous parlais. Ça devait pas être facile à faire. Voilà, donc il se passe des choses pendant ce film, des gens arrivent, des gens repartent, d'autres gens arrivent, sachant qu'il y a toujours les 2 dingos dont je vous avais parlé au début qui sont planqués dans le placard. Et voilà, enfin ça fait. D'ailleurs, j'adore les moments où la mise au point se fait sur un objet réfléchissant en amorce du plan, où on voit de temps en temps entrouvrir la porte du placard, où on les voit sortir en mode est-ce qu'on peut venir ou pas. Ça c'est très marrant. Ah, c'est ça. Moi, je croyais que c'était des petits bonshommes. Non, c'est les deux, c'est la mère et son fils. Moi, je pense que j'ai un trouble cognitif. Hein. non, mais c'est vrai que c'est hyper ludique ce truc. Ah ouais, c'est très marrant. Et parfois, il vient faire la mise au point dessus, mais parfois pas. Et du coup, tu les vois quand même en flou, mais faut y faire attention. Et à un moment, et je m'arrêterai pour pas tout vous raconter, mais le plan fixe du salon s'arrête pour passer en point de vue bûche tueuse, parce que en fait, on apprend que le bois est hanté par une ancienne esclave, Rosa, qui a été pendue à l'arbre tout près du chalet dont provient le bois. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Et donc voilà, c'est le film, et moi j'ai trouvé c'est grandiose, c'est trop, c'est gore, et en fait voilà, faut le voir vraiment, vous n'êtes pas prêts, je crois. Enfin, c'est complètement fou. Et il y a des aliens. Ouais, non mais il y a tout. Et puis big up quand même à ce groupe de jeunes qui font un podcast. Moi, c'est pareil. Je nous ai vus et ça m'a beaucoup. Mais c'est nous ça. Ouais, voilà. Bon, ça, en plus, ils sont un peu ufologues sur les bords vu qu'on parle de Raël. Ouais. Non. Identification immédiate. Ouais. Bah, le mec avec les cheveux longs, c'est Léo, hein, ni plus ni moins. Ah, le stoner là. Ouais. Super. Celui qui va dans la cheminée là. Ouais. Et c'est quoi cette histoire là de mec dans la cheminée là? Après, j'ai pas dit que je pouvais expliquer le film. Ah d'accord, ok, non pardon. Je pensais que t'allais. L'esprit de la cheminée quoi. J'ai présenté le truc, ça va. Vous vous débrouillez maintenant. Il y a pas grand chose à. Non mais c'est marrant. C'est méta. Ouais. Voilà, moi c'est ma réserve sur le film. Mais j'ai ri. J'ai bien ri. J'ai été diverti. Déjà, c'est bien. Mais, un côté... mais c'est marrant parce que j'étais sûr de l'avoir déjà vu. Et donc, en fait, je l'avais effectivement déjà vu. Mais je m'étais arrêté, grosso modo, au moment où la bûche sort de la cheminée et tue un mec dans sa douche. La 36e minute, c'est le moment où la caméra se met à bouger. Noté, hein. J'ai dû m'arrêter un peu après ça. Je sais pas, je sais pas comment c'est possible, mais je me suis endormi. Et donc, du coup, je pensais avoir compris le film. Et en fait, non. C'est le petit crépitement de feu de bois, ça, qui a fini par avoir raison. Et en fait, non, je n'avais pas compris le film. J'étais loin d'avoir tout vu, puisqu'il y a à peu près 40 films dans le film. Et c'est un peu ça mon problème. Je trouve que de toute façon, ce genre de projet, c'est un peu casse-gueule. Toujours. Et donc, franchement, respect, parce que le film arrive quand même à se tenir à peu près.
Tourné en 15 jours. En plus. Mais j'ai un peu de mal avec ce côté méta-scénario qui veut raconter beaucoup de choses et en fait, non, on raconte rien parce qu'en fait, tu vois, c'est une grosse blague. C'est un truc qui me tend un peu. Mais je dois avouer que là, la pilule passe plutôt bien parce que les situations sont vraiment marrantes, les acteurs sont vraiment très chouettes et le film est plutôt élégant dans sa facture. Donc ça m'a pas... Ouais, il y a des trucs un peu dégueulasses, je vois Camille qui... Moi, je trouve que c'est vraiment pas beau. Ouais. Du coup. Bah, moi, c'est ça le vrai problème que j'ai eu avec le film. Ah ouais. Parce que effectivement, c'est très what the fuck. Enfin, tu comprends très vite que on est dans un délire un peu sky is the limit. Donc on rajoute. Enfin, tu les vois au scénario rajouter des trucs et des machins. Et moi, ça, je trouve ça assez marrant. Enfin, et ça audacieux. fait un peu Cadavrexki, je trouve, de trucs. C'est assez joyeux, quoi, tu vois, je trouve. Et surtout, ils vont assez loin. Enfin, ils s'excusent pas, tu vois, de passer du coq à l'âne toutes les 15 secondes. C'est assumé, moi, ça me va. Mais par contre, esthétiquement, je trouvais ça très moche. Enfin, moi, j'ai l'impression d'être un peu dans une espèce de téléfilm qui passe l'après-midi sur TF1. C'est clairement le but. Bah, ça fait épisode spécial de Noël d'un truc. Exactement. Tu vois, et je trouve qu'en soi, c'est plutôt... Moi, je suis assez friand. Je sais pas si vous en avez vu d'autres, du coup, mais des courts-métrages Adult Swim, un peu sur le même motif. Non. En fait, il y en a pas mal. Il y a This House Has People in It. Il y a un truc avec un ours, là. Mais bref, c'est la suite. Unedited Footage of a Bear. Et celui dont tu as parlé avant aussi, je savais pas que c'était le même réel, du coup. Ouais. Et c'est tout le temps des trucs sur le même motif, du méta-discours sur le truc que tu es en train de voir. Il y a plein de choses cachées un peu partout. C'est à toi d'essayer de recomposer un peu les bouts. Et des fois, ça veut rien dire. C'est fait exprès pour brouiller les pistes, etc. Et après, là où je te rejoins, Thomas, c'est que en fait, ça dépend si c'est votre truc ou pas, quoi. Si, de manière générale, vous êtes plutôt sensible à ce genre d'humour ou de construction scénaristique que ça vous botte, bah, vous allez passer un super moment. Oui. Si, en l'occurrence, plutôt au contraire, ça a tendance à vous ennuyer un peu, les œuvres méta, rigolotes, qui vont très loin et qui en font des caisses sur le côté méta-discours et qui en mettent des tonnes, bah, ça risque de vous gonfler un peu, ouais. Ouais, mais... Enfin... Je te trouve dur, hein, parce que Fulci, mais moi j'adore. Hein. Non, pas toi. Ah oui, Thomas. Oui, Thomas. Oui, non, il est dur. Il est dur. Non, c'est bon. Elle a fait Lucio Fulci. Non, mais non, parce que ça n'a rien à voir, parce que il y a une espèce de projet, quoi, derrière le truc de Fulci. Là, le projet, c'est littéralement de pas en avoir, tu vois. Et je peux comprendre, tu vois. Et je suis le premier à trouver ça marrant. Tu vois, quand je regarde un Rick et Morty, tout ça, quand je regarde Rick et Morty d'une manière générale, qui est d'ailleurs une production Adult Swim, il y a des trucs complètement méta, auto-réflexifs sur le genre, sur ce qu'on est en train de faire, tout ça qui me font marrer. Là, j'ai un peu plus de mal parce que déjà, c'est pas une forme sérielle, donc ça tient sur 1h30 et du coup, tu es censé raconter quelque chose ou pas vraiment. Voilà. En fait, j'ai du mal à comprendre quand je vois ça. Je me pose la question, c'est une question que je me pose quand je regarde un film et là j'ai du mal à y répondre. J'ai du mal à comprendre ce que la personne veut faire. Tu vois, je regarde et je me dis attends, du coup quel est le, tu vois, et à part faire marrer. Oui, c'est ça. Moi, j'ai l'impression que c'est quand même un peu, c'est volontairement un peu immature, un peu débilisant, tu vois, sur les bords de ce que ça raconte de. Allez, on s'embarrasse pas, tu vois, de narration et tout. Moi, le seul truc que je trouve un peu négatif, outre la photo que vraiment j'ai pas aimé, et je trouve que ça fait cheap en fait, donc du coup, ça fait trop, tu vois, ça plus ça, en fait, au bout d'un moment, moi, ça devient un peu indigeste. Je trouve que c'est aussi les personnages qui sont extrêmement stéréotypés. Alors, c'est le moment où je suis chiante. Je viens casser l'ambiance. Tu vois, les personnages de femmes, moi, ça me saoule. Moi, vraiment, ça me saoule. En fait, ça me sort complètement, tu vois, du film quand il y a la fille qui arrive avec des seins qui débordent de son soutien-gorge, qu'il y en a une blonde un peu con qui se met à draguer le mec. Enfin,
je sais pas, genre, en fait, ça m'énerve parce que je trouve que y a pas besoin de ça, genre, pour être un peu débile et neuneux, tu vois. Enfin, t'as pas besoin de verser dans des trucs un peu d'ado. Et puis, encore une fois, quand tu veux critiquer un truc ou en tout cas le parodier ou en rire, ce qui est bien, c'est de temps en temps de proposer un autre regard. Et je trouve que ce genre de discours, un peu, là pour le coup, je trouve ça nihiliste. Enfin, tu vois, je veux dire, on fait rien, quoi. Tu vois, c'est une manière de pas faire, tu vois. Mais ça, de tout faire. Ouais, mais c'est ça qui me dérange un peu plus fondamentalement. Je comprends, je trouve que c'est un peu rude parce que, on en a vu des films qui se lancent. Toutes les productions type Sky Sharks, etc., on en parlait. Pour moi, c'est encore plus nihiliste parce que c'est pécuniairement, c'est fait que pour ça. Ouais, non, mais ça, c'est moins réussi. Là, je veux dire, moi, je trouve qu'il y a des trucs qui sont vraiment malins dans le film, qui te prennent un peu au dépourvu en tant que spectateur, qui sont marrants, qui sont efficaces. Ouais. Et je suis pas sûr que le sens du film soit cherché dans un message ou une intention particulière, plutôt que avec des personnes fans de cinéma et d'art qui s'amusent avec des codes et qui essayent de te faire passer des choses qu'ils adorent et de te faire marrer avec. Oui, parce que là, il a quand même mis. Enfin, moi, je trouve que ça sent quelqu'un qui aime le cinéma quand même, cinéma d'horreur, parce qu'il a quand même mis tous les codes du cinéma d'horreur dans un film. Non, mais il a tout mis. Il a tout mis. Il a tenté de faire un petit propos sur l'esclavage. Bon, ça c'est un peu raté potentiellement. C'était, je sais pas, pour justifier la bûche hantée, sans doute. Mais ouais, je sais pas. Moi, je trouve que même s'il raconte rien, il dit yo les gars, moi j'adore les films d'horreur. Enfin, je sais pas, je trouve ça. Et puis je trouve que c'est. Non mais ouais, pourquoi pas. Moi, je trouve pas que la photographie soit horrible. Ça fait très. Ça fait très télé, quoi. Enfin, en fait, il y a une vraie volonté, même dans leur programme en général. Je sais pas si vous avez déjà vu, par exemple, le Eric André Show ou des trucs comme ça. Enfin, c'est volontairement dégueu en mode vieux talk show des années 80, alors que c'est tourné dans les années 2010, tu vois. Et là, je ressens un peu ce truc-là, comme tu disais, de faire une sorte de telenovela, un truc un peu nul. Même les séquences Inferno, là, avec les vieux fonds verts, c'est fait exprès que ce soit aussi immonde. Et moi, j'avoue que j'aime plutôt bien. À partir du moment où j'ai l'impression que c'est justifié et que c'est pas genre une surenchère qui est là juste pour être une surenchère, je trouve que ça marche. Moi, ça m'a même rappelé des séquences de Twin Peaks justement où c'est dans l'espèce de théâtre cauchemardesque là, avec les séquences oniriques et tout. Ça m'a aussi rappelé ça et je trouve qu'il y a plein de petits clins d'œil réussis, quoi. C'est pas désagréable. Je pense qu'il faut absolument suivre le conseil de Léo, c'est-à-dire effectivement savoir vous ce qui vous plaît ou pas. Parce que moi, je pense que je suis pas vraiment le public en fait. Enfin, oui, voilà, c'est ça. Ça m'intéresse pas tellement. Ce qui fait que j'ai pas passé un mauvais moment, mais au bout de, je sais pas, de 3 quarts d'heure, j'étais un peu. Enfin, tu vois, les twists, ça m'apportait pas tellement de plaisir, quoi. Oui, et puis tu sais que il y aura pas de. Il y aura in fine pas de proposition originale de la part du film, à part d'être là en tant que, tu vois, moi c'est plus ça qui m'embête. Et puis il y a aussi un truc qui me gêne un peu plus, mais qui est lié plutôt au contexte, et voilà, c'est que je pense que pourquoi j'ai du mal à réceptionner ce film, c'est parce que ce délire un peu de méta-humour, de méta-scénario, tout ça, c'est des trucs qu'on nous balance à tort et à travers aujourd'hui dans n'importe quelle production hollywoodienne. C'est un truc qu'on a très très bien compris, que le côté méta, traversant d'un univers, de personnages, tout ça, c'était le meilleur moyen pour ne jamais faire mourir personne, ne jamais finalement dire que tout est connecté et que rien n'a d'importance. Et donc, je ressens un petit peu ça quand je regarde ce film-là. Et donc, je pense qu'indépendamment du film en lui-même, c'est le contexte autour. Et ce qu'il y a autour de cette démarche qui... Parce que là, la démarche, elle est beaucoup plus sincère que dans notre cas. Qui m'embête. Après, voilà, j'ai pas de grief particulier contre le film, mais c'est vrai que, in fine, je suis là, bon, ok, bon, voilà. Et par ailleurs, il y a aussi un truc qui me surprend beaucoup, c'est que ce film-là a une très bonne réception critique. Bah oui, c'est ce que j'allais vous dire. Et je trouve ça ouf. Enfin, que ce soit bien reçu, je trouve ça, tu vois, pourquoi pas, mais là, le film est encensé, tu vois, et genre... moi, je le trouve hyper original, en fait. Enfin, genre, même si comment Thomas en parle, on a l'impression qu'on voit ça tous les 4 matins, mais moi, c'est vrai. Moi, j'avais pas vu de film comme ça. Enfin, je suis assez d'accord avec toi. Moi, c'est pareil. C'est que là, on est très loin d'une démarche de surfer sur une mode du métafilm, etc. C'est qu'il y a
une vraie intention. Il y a un passif avec le réal de jouer avec le spectateur, de créer du contenu un peu interactif en fait, quoi. Où tu vas chercher à te faire ton film un peu toi-même, tu vas repérer plein de trucs, il y a un jeu qui se crée, du coup un dialogue qui se crée. Déjà, si tu me dis créer ton film un peu toi-même, créer du contenu. Non, c'est pas ça, mais il y a un jeu, c'est que tu fais participer le spectateur vraiment au film, tu l'interpelles en fait sur plein de trucs, et je pense que c'est ça qui peut plaire à plein de gens. Tu mets des petits coups de coude aux fans de films. Des coups de bûche. T'as vu là, ouais, non, non, mais t'exagères, c'est pas du fanservice ce film. Il y a un petit côté clin d'œil wink tout le temps. Mais encore une fois, je donne l'impression d'avoir détesté. Je l'ai regardé, je me suis marré. Enfin, tu vois, il y a pas de souci. Mais c'est juste la démarche avec laquelle j'ai un peu de mal. Quoi. Moi, je t'écoute pas, tu fais le podcast en slip, donc. En short. Non, mais effectivement, c'est vrai que le film peut rebuter si t'es pas friand de ce genre de contenu de base, ou si t'as arrivé à saturation, en fait, quoi. Ce qui peut aussi être le cas. Quoi. Léo qui arrive à finir cette phrase. Ouais. Non, mais je suis habitué, je l'ai en face de moi. Je le dis, pour les auditeuristes, il n'y a pas de slip. Hein. Enfin, il y a pas. Toujours plus. Il y a un sous-vêtement qui est sous un short. Attention. Il est dans la thématique du feu. On a décidé de. Là, c'est. Belle transition. C'est chaud. Hein. Oh non. Merci. Laissez-moi donc avec ça. On n'y voit que du feu. Ouais. T'inquiète pas. Très bien, merci. Ça ne laissera personne de glace. Ça suffit. Sortez-moi de là. Brice, il n'y a plus de musique là pour couper. C'est fini là. Il me dit non, il faut finir, monsieur, là, il faut finir. Faut partir. Bon, la semaine dernière, vous avez fait quoi dimanche dernier là. Bon, on commence par qui? Bon, Léo, il fait la gueule. Lola. Moi, il y a presque un an, je parlais des melons. J'ai décidé de parler des pastèques. Oh putain. Oui. Ça y est, c'est le retour. Et parce qu'on en a mangé, elle était délicieuse. Tout le monde, voilà. Et Léo a bu également un jus de pastèque. Oui. Et voilà. Non, mais c'est cool, c'est le retour de. Alors, c'était de la pastèque pressée ou c'était un jus de pastèque non, acheté dans le commerce? C'est un truc. Tu vois la couleur, c'est rose fluo, donc. D'accord, ouais. Ok. Non, parce que quitte à parler de pastèque, allons, creusons le sujet. Moi, ma pastèque, elle était pas rose fluo. Enfin, je sais pas ce que vous en avez pensé. Non, la tienne était fantastique. Extrêmement juteux. Bon, bref. Très bien. Et merci Lola. Les pastèques. Je vous en prie. Camille. Alors moi, je vais plaît. vous recommander de regarder une série documentaire sur Arte. Sur le hip-hop. Sur le hip-hop. Le hip-hop. Vraiment, les jeunes. Mais non, ça s'appelle Fight the Power. Comment le hip-hop a changé le monde. C'est produit par la BBC et Chuck D de. Oh non, me dites pas. Public Enemy, pardon. J'ai cru que j'allais me faire renier par tout le monde. Donc moi, j'aime beaucoup cette musique, mais même pour les personnes qui seraient moins sensibles à cette musique-là, je vous invite à aller regarder c'est en 4 épisodes parce que c'est hyper bien écrit d'un point de vue documentaire. En fait, c'est toute l'histoire des États-Unis à peu près depuis les années 60 à travers cette musique-là, qui est quand même qu'on aime ou pas, extrêmement importante aujourd'hui, que ce soit en France ou aux États-Unis, peu importe. Voilà, je vous invite. Il y a pas Raël. Non. Je regarderai pas. Mais il y a Flavor Flav qui est trop cool. Ok. Voilà. Comment ça s'appelle déjà? Alors, Fight the Power. Ah ouais. Sur Arte. 4 épisodes. Vachement moins intéressant que mes pastèques. Bon, ouais, ça va. Un peu de tout. Léo. Pour suivre Lola sur sa lancée. Oh merde. Il avait 2 voix, tu vois. Il en a choisi une. C'est bien. Dimanche dernier, mon sunshine. J'étais chez ma soeur en Bourgogne et j'ai fait une cueillette champêtre d'herbes aromatiques. Ouais, et alors, qu'est-ce qu'on a récolté dans son petit panier? Du cannabis. Du cabani. Les plantes à parfum, on les appelle. Voilà, c'est ça. C'est quoi les plantes à parfum? C'est le petit nom pour. Est-ce qu'il fait l'apologie de la drogue sur notre. La Marie-Jeanne Non, c'est pas vrai, je veux pas foutre ma soeur dans la merde. Hein, c'est vraiment des herbes aromatiques. C'est quoi son adresse? J'ai cueilli de la menthe pomme. Vous savez, c'est la menthe avec les feuilles douces là. Ouais. J'ai cueilli du romarin, du thym et c'est tout. En Bourgogne, il y a du romarin. Il y a du romarin, ouais. Et vous avez fait quoi? Vous avez fait une tisane? J'ai fait des pommes de terre rôties au romarin et j'ai fait des tisanes aussi, effectivement. Ouais. Super palpitant de vie. Ouais. C'est bien.
un dimanche de Hobbit, finalement. Ouais, c'est ça. Siroter ma tisane chez moi tout seul. Bon, bah cool. Eh bien... Avec ses pieds poilus. Ouais. Oh. La répartie à son niveau. Tu sais, moi, j'y arrive plus, là, Camille. Moi, tu sais, là, je donne c'est mes dernières forces. J'en ai plus, là. Je suis vidé. Eh bien, quant à moi, je vais vous recommander l'œuvre d'Émilie Carroll. Carroll 2R O 2L, qui est donc une autrice de bande dessinée. Qui a écrit... Tu fais vite là aussi. Hein. écrit, dessiné, voilà. Deux BD que j'ai et que j'ai lu, dont une dernière que j'ai lue très récemment, qui s'appelle Guest in the House. Alors je ne sais pas comment ça s'appelle en français, je ne sais pas s'il est sorti encore en France, mais c'est vachement bien. C'est celle qu'a fait Dans les bois. Ouais, et Dans les bois. Ouais. Et c'est Guest in the House, c'est une espèce de thriller horrifique domestique. C'est vraiment super. Enfin, c'est palpitant. Je vous conseille ça se lit très rapidement parce que c'est vraiment haletant. Dans les bois, c'est un peu plus sur un mode de recueil de nouvelles, d'histoires horrifiques, mais c'est très très chouette aussi. Et moi, je suis absolument fan du dessin, quoi, que je trouve magnifique. Voilà, avec un vrai travail du noir et blanc et l'irruption de la couleur qui est hyper bien utilisée. Enfin, voilà, moi je trouve ça hyper bien ce qu'elle fait, et je vois, en traînant sur sa page Wikipédia, et d'ailleurs je ne suis que peu surpris, c'est elle qui a fait les illustrations, un certain nombre d'illustrations dans le jeu vidéo Gone Home, sorti en 2013, voilà, qui est donc une espèce de monument du jeu vidéo. Voilà, donc allez consulter l'œuvre d'Émilie Carroll et attendons le prochain, c'est vachement bien. Voilà. Et ben écoutez, merci de nous avoir écoutés. On dit merci. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Lola, tu dis merci. Oui, merci. Merci. La prochaine fois, mets un pantalon, je t'en supplie. Ouais. On vous remercie encore d'être toujours plus nombreux à écouter. Ça fait plaisir. Ça fait même un peu flipper des fois. C'est le feu. Hein. C'est le feu. Voilà. N'hésitez pas à aller mettre des étoiles sur les applications de podcast. Combien de fois il va falloir que je le dise ? C'est vraiment une voix de vieille mégère. Voilà, il faut y aller. C'est pas compliqué. Moi, quand j'écoute un podcast, j'ai jamais envie de le faire et je ne le fais pas. Et je comprends que vous ne le fassiez pas. Mais faites-le. Mais faites-le, s'il vous plaît. Voilà, on clique 5 étoiles, c'est bien. On met un petit commentaire. On dit j'adore ce que vous faites. Vous êtes super beau. Vos voix sont délicieuses. Tout ce que vous voulez. Voilà. Non, ça c'est gênant. Dites pas ça. Oui, enfin voilà. Et puis voilà. Et puis ça prend quoi ? Ça prend 30 secondes. Qu'est-ce que c'est ? Voilà. Bon, merci. Des bisous. On se retrouve dans 15 jours avec un nouvel épisode entre nous, je crois. Celui d'après, Inch'Allah, il y aura des invités. Et voilà. Salut, bisous. Bisous. À dans 15 jours. Ciao. Bisous.